Madame, monsieur, bonsoir. Heureux de vous savoir à nouveau nombreux à regarder ce programme Carte sur table, 21h, 23h. Nous sommes mardi le 21 février 2023. Deux thèmes ce soir, 4 invités. Évidemment, nous allons parcourir l'actualité pour la commenter et l'analyser. Affaire Martinez-Zogo, plus de questions que de réponses. Voilà, demain, ça fera exactement un mois que le corps du chef de chaîne de la radio Amplitude FM à Yaoundé a été retrouvé dans un état en état de décomposition avancée après avoir subi des tortures. Il est décédé selon un certain nombre d'informations dans la nuit du 17 au 18 janvier dernier, alors qu'il avait été enlevé quelques heures auparavant. On en parlera grandement, certainement pour essayer d'en faire une analyse autour de l'impact qui c'est peut-être sociopolitique de cette histoire-là, essayer de voir les conséquences dans l'environnement actuel avec nos panélistes. On reviendra également sur la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest avec ces informations autour d'une éventuelle médiation canadienne. Le gouvernement s'est dit opposé à cela pendant que le Canada persiste. On reviendra largement là-dessus. Ça permettra de faire également le point sur la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je l'ai dit, 4 invités ce soir sur le plateau. D'abord, Marcel Tadieu, bonsoir. Bonsoir, monsieur député Tongo. Et je salue nos compatriotes qui nous écoutent ce soir. C'est un plaisir d'être sur votre plateau. Je dis bonsoir à la grande famille des sociaux-démocrates du Cameroun et d'ailleurs. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être en compagnie d'éminents compatriotes avec qui nous allons parler des choses du Cameroun et d'ailleurs. Et j'espère que nos échanges seront fructueux. Vous êtes du SIF, le parti de Nidjon Fondi. Merci de votre présence ce soir. C'est moi qui vous remercie. Ambroise Somba, bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. C'est un plaisir d'être convié à ce débat. Permettez-moi de saluer César Longré, les autres co-débatteurs avec lesquels nous allons certainement éclairer la lanterne des nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Enseignant, analyste, merci d'être là ce soir. C'est moi. Georges Teguin, bonsoir. Maître. Bonsoir Dipita, bonsoir au panel, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. C'est un plaisir d'échanger avec vous ce soir. Merci de m'accueillir. À votre permission, je voudrais quand même féliciter humblement Elecam pour la qualité du travail accompli, parce que je pense que le Conseil constitutionnel a rejeté tous les recours. Ça veut dire que Elecam a fait un travail remarquable et c'est à féliciter et souhaiter que cet organe essentiel du processus électoral du Cameroun soit protégé par l'ensemble des citoyens. Vous êtes là pour le compte du RDPC et puis enfin Damien Makon-Maoum, bonsoir. Bonsoir M. Dipita, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir à vos techniciens en studio et derrière la vitrine, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, merci de m'avoir invité. Vous êtes là pour le compte du PCN, chargé de mission au cabinet du président, conseiller municipal à la commune de Matombe et porte-voix du PCN ce soir sur ce plateau. Merci à vous également à la maison d'être nombreux à regarder ce programme. On va, derrière la transition, prendre la première thématique concernant l'affaire Martinez-Zogo. C'est juste derrière. Alors, je commence peut-être avec Maître Tegem. Je veux dire, ça fait quand même... ça va faire, je l'ai dit, un mois demain qu'on aura découvert la dépouille de Martinez-Zogo. L'enquête, vous avez le sentiment, je veux dire, c'est une observation, hein, la question va être posée aux autres panélistes. Avez-vous le sentiment que l'enquête piétine, l'enquête traîne, ou alors de l'autre côté, vous dites que l'opinion est peut-être un peu pressée, un peu au regard quand même de l'écho que cet assassinat a eu? On a le sentiment que un mois, c'est peut-être long. Ou alors, vous dites de l'autre côté, la commission mixte mise en place par le chef de l'État a besoin évidemment d'être précise, pointilleuse sur les éléments de cette enquête. Dit Catherine, je pense qu'il faut quand même que l'on soit un peu mesuré. À mon humble avis, il y a quand même un crime crapuleux.
il y a une situation grave qui s'est produite. Un citoyen a été lâchement assassiné par des personnes qu'il revient à l'enquête de rechercher déjà pour les transférer à la justice afin que le droit soit dit. Pour l'instant, moi je pense que nous devons faire confiance aux enquêteurs et je ne pense pas que l'enquête prenne beaucoup de temps parce que c'est quand même assez sérieux, c'est grave, il y a mort d'homme et je préfère, comme on dit toujours, un coupable libre qu'un innocent en prison. Parce qu'il faut toujours prendre le temps de rassembler les éléments. Vous avez vu que déjà l'enquête avait commencé à vouloir déférer au commissaire du gouvernement certaines personnes, certains suspects. Et le commissaire du gouvernement, dans sa sagacité, a demandé que l'enquête retourne se faire de manière plus approfondie. Bon, j'ai écouté, je ne sais pas si c'est exact, que désormais le commissaire du gouvernement était présent lors de certaines auditions. Pour l'essentiel, les auditions qui ont repris depuis hier, il est en personne. C'est une bonne chose quand même parce que si les officiers de police judiciaire n'ont pas, ou alors ont des insuffisances ou des carences, en tant que commissaire du gouvernement étant plus éclairé et plus outillé, il peut normalement apporter sa touche afin que le droit soit dit. Ou alors que les suspects soient effectivement ceux qui seront déférés pour être jugés conformément à la loi. En tout cas, pour notre part, nous pensons qu'il faut prendre toujours un peu de temps. Et c'est vrai que c'est un comportement quelquefois qui est un peu typiquement de chez nous. Quelquefois, il y a un accident, chacun vient au carrefour et dit que c'est tel qui a tort, il s'en va. Donc souvent, chez nous, on est un peu pressé. Moi, je pense qu'il y a un événement sérieux et il faut aussi prendre le temps qu'il faut pour que le droit soit dit. Damien, sur la même question. Alors, je crois que je suis d'accord avec M. Tegem qu'il faut que nous soyons un peu patients. Lorsqu'on a découvert le corps sans vie de Martinez Zogo, le procureur de la République, l'officier de police judiciaire qui a été informé, a informé directement le procureur de la République, près les tribunaux de la Moufou Afamba, qui s'est rendu sur le terrain et a procédé à la première étape qui est la constatation de l'infraction pénale. Bien après, le président de la République a instruit une enquête administrative qui, fort heureusement, a connu son terme la semaine dernière et le dossier a été remis, donc transféré au commissaire du gouvernement qui, comme l'indiquait M. Tegem, a demandé un certain nombre de compléments d'enquête pour voir davantage clair. Je rappelle, pour ceux qui sont pressés, qu'au sortir de là, le dossier reviendra donc chez le commissaire du gouvernement qui va procéder aux diligences nécessaires pour le transférer au juge d'instruction qui lui prendra aussi le temps nécessaire pour réunir les informations nécessaires à l'effet soit d'inculper les suspects, soit de faire autre chose. Et de là, nous irons donc du juge d'instruction au juge de jugement. Donc ceux qui sont impatients alors que la procédure ne fait que commencer, je leur demande d'être davantage patients. Marcel, sur le timing. N'étant pas du corps judiciaire, je ne voudrais pas avoir la prétention ici de juger du timing de la justice. Mais tout de même, je dois relever quand même que lorsque nous observons ce qui se passe dans d'autres pays, sous d'autres cieux qui fonctionnent à peu près normalement, les choses se passent différemment. J'ai été curieux, moi, de constater qu'il a fallu que la présidence de la République ordonne une enquête et mette sur pied une commission mixte pour qu'en fait on commence à voir des développements, des péripéties dans cette actualité. Alors que sous d'autres cieux, généralement, quand un crime comme celui-là est commis, il appartient à la justice et à elle seule, notamment un parquet, le parquet territorialement compétent, de se saisir de l'affaire, assister des officiers de police judiciaire pour mener l'enquête et informer l'opinion sur ce qui s'est passé. Mais chez nous, j'ai été un peu curieux, je ne sais pas si c'est une particularité camerounaise, de constater que c'est la présidence de la République, à travers un communiqué, qui décide de l'ouverture d'une enquête et met sur pied une commission mixte, police-gendarmerie, je crois que c'est ça, pour diligenter les enquêtes. Et c'est à l'issue de cette instruction présidentielle qu'on voit
enfin sur le terrain quelques développements. Et je dois dire que ce sont des développements heureux. Le peuple camerounais n'attend que cela, c'est-à-dire que les assassins de ses compatriotes soient enfin mis à nu. Mais j'insiste, je relève quand même cette curiosité, c'est-à-dire il n'appartient pas, de mon point de vue, à l'exécutif d'ordonner l'ouverture d'une enquête parce que c'est le travail du judiciaire. Le judiciaire devrait se saisir de cette enquête sans attendre que c'est le président de la République ou alors la présidence de la République sous haute instruction qui vienne donner la conduite à tenir. Je voudrais revenir là-dessus tout à l'heure avec Maître Teguem. En attendant, je voudrais prendre le double avis d'ailleurs. D'abord sur la première question, quant au timing, au rythme, à l'évolution de cette enquête. Et puis, qui sait peut-être, sur cette autre question, je rappelle que vous êtes ancien de droit public. Donc, peut-être dans la pratique, vous pourriez dire un mot là sur la pertinence juridique de la mise sur pied de cette commission par le chef de l'État. Oui, M. Dipita, vous savez, le temps des hommes n'est pas le temps de la justice. Et je souscris entièrement au développement fait tout à l'heure par M. Teguem qui indique que le cas d'espèce est d'une sensibilité à une autre pareille. Donc on ne saurait courir. Et je suis d'accord avec la formule qu'il a utilisée, c'est-à-dire que vaudrait mieux un coupable à liberté qu'un innocent en prison. Parce que là, aujourd'hui, on a l'impression que chacun y va de son émotion, chacun voudrait voir cette procédure aller au plus vite pour que les uns et les autres soient condamnés. Moi, je dis une chose, c'est que pour qu'on culpabilise quelqu'un à l'effet de l'eau conduit certainement dans les geôles, il faudrait mobiliser suffisamment de preuves. Et je pense que le commissaire du gouvernement, qui est le corollaire du procureur de la République au niveau des tribunaux de droit commun, avait trois postures. C'est-à-dire la première posture, c'est que sur la base des éléments mis à sa disposition, c'est-à-dire en termes de preuves, il avait donc trois postures. La première posture, c'était de voir est-ce que les preuves sont suffisantes. Si elles ne sont pas suffisantes, qu'est-ce que je fais? Deux hypothèses. Je peux renvoyer les concernés devant le CERD, ou encore je peux même prononcer une libération provisoire. Deuxième hypothèse. Et la troisième hypothèse, c'était que s'il jugeait les preuves suffisamment accablantes, il pouvait par là prendre un mandat de dépôt en attendant que le procureur, j'allais dire, c'est-à-dire que le juge d'instruction maintenant se saisisse non seulement pour la qualification des faits, mais aussi, c'est-à-dire que puisse prendre des décisions pour amener les uns et les autres justement devant l'instance juridictionnelle, c'est-à-dire devant le prétoire. Et autre chose que je voudrais dire, c'est que quand nous prenons les dispositions pertinentes de notre Constitution, on vous dit que le président de la République est le garant de l'indépendance de la justice. Et on connaît tous les liens étroits et suffisamment forts que le président entretient avec la justice. Il nomme et révoque les magistrats, il préside le Conseil supérieur de la magistrature. Et même quand la justice vous a condamné, la Constitution lui confère un autre pouvoir extraordinaire, qui est celui de vous accorder une grâce. Alors, quand on regarde bien tout cela, on se rend bien compte qu'il est difficile aujourd'hui de pouvoir éloigner le chef d'État des procédures judiciaires. Je voudrais vous dire une chose, et je suis fier que mon ami du SDF ait convoqué le fait que la justice, justement, devrait, dans le principe, être l'institution à même de connaître de ce dossier de manière préliminaire. Mais je voudrais, à la suite de son propos, indiquer quand même que, et ça je l'avais déjà dit sur ce plateau, l'autre système politique est un système présidentialiste fort. C'est-à-dire que faisant du chef de l'État, ce que je voudrais dire, la clé de voûte des institutions. Et en tant que tel, comme je venais de l'indiquer tout à l'heure, on voit que le chef d'État, si nous prenons tout simplement la magistrature debout, on se rend compte que la magistrature debout est sous l'autorité, justement, du ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui lui-même est sous l'autorité du chef de l'État. Et vous voyez donc qu'à partir de là, autre élément qu'on peut davantage mettre au crédit du chef de l'État, parce qu'ayant prescrit cette enquête, on se rend bien compte que, par exemple, le tribunal militaire qui est saisi est sous l'autorité du ministre en charge de la Défense, qui lui-même est sous l'autorité du chef de l'État. Donc, je voudrais dire simplement à mon ami du SDF que c'est une question systémique qui amène en réalité le président à se retrouver dans cette logique, c'est-à-dire que du côté
d'une option qui aurait pu être essentiellement ou uniquement judiciaire. Donc, le contexte s'y prête. Et c'est pourquoi moi, je voudrais convoquer ici les dispositions de la Constitution. C'est la Constitution qui donne en fait au chef de l'État tous ses pouvoirs, c'est-à-dire de s'inférer ou de s'interférer dans les autres champs qui appartiennent aux autres institutions de l'État. Et c'est pourquoi j'évoquais tout à l'heure l'idée justement du fait que le chef de l'État est la clé de voûte des institutions. Maintenant, pour éviter cela, il faudrait que le constituant, ou bien on se remette dans un comité d'experts pour revoir les questions, une révision de la Constitution, où nous allons forcément diminuer les pouvoirs du chef de l'État, parce qu'en fait, il est l'alpha et l'oméga, tout part de lui et tout revient vers lui. C'est ce qui peut justifier, à mon sens, qu'il y ait cet apport, ou du moins cette intrusion, je peux dire, pas même émission, mais cette participation du chef de l'État dans le domaine du judiciaire. Maître Teghem. Écoutez, c'est tout simplement, pour répondre au digne représentant du GSIF, une manifestation de la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et celui qui a reçu le pouvoir du peuple, ce n'est pas l'enquête. Celui qui a reçu le pouvoir du peuple, ce n'est pas le commissaire du gouvernement. Celui qui a reçu le pouvoir du peuple, c'est monsieur le président de la République. C'est l'élu de la nation. Et il a un devoir, c'est de rendre compte. Quand il y a un crime crapuleux comme celui-là, celui qu'on attend, c'est lui. Donc, il lui appartient de prendre les dispositions qui s'imposent pour, si vous voulez, rendre compte aux Camerounais. Et je crois que c'est vous qui l'avez rappelé tout à l'heure, les mécanismes constitutionnels dans la séparation des pouvoirs font de fait que le procureur de séance, de façon mécanique, dès que d'ailleurs pour enlever le corps, il m'a semblé qu'il y a eu une constatation. Tout à fait, du procureur des tribunaux de Famba et de Fou. Donc l'enquête a priori devait être ouverte, a été ouverte à ce moment précis-là. C'est quelques jours après, le 20, que le président lui met une enquête mixte. Je vous laisse poursuivre, c'est juste pour ouvrir cette parenthèse pour mieux comprendre. Non, ce que je veux faire observer, député, c'est que le procureur de Fou qui a découvert le corps, je ne sais pas s'il avait un critère de compétence. Parce que l'article 140 du Code de procédure pénale est très clair. Il y a 3 critères de compétence. Il y a le lieu de commission des faits, il y a le lieu de résidence du prévenu ou alors de l'accusé, et il y a également le lieu du décès. Non. Le lieu de résidence. Le lieu de résidence. Non, le lieu de résidence, le lieu de commission des faits, voilà. Et le lieu de l'arrestation. Alors, le procureur d'Onfou qui n'a découvert que le corps territorial, qui n'a découvert que le corps, ne peut pas vous dire que c'est sur son territoire de compétence que le crime a eu lieu. C'est que c'est un problème beaucoup plus complexe. Donc, on peut comprendre que celui qui a reçu le mandat du peuple puisse intervenir pour dire, écoute, j'ai prescrit une enquête. Parce que lorsqu'un crime aussi crapuleux est commis, lorsqu'une telle barbarité est commise dans un état de droit, il est tout à fait normal que monsieur le président de la République prenne une décision. Je pense qu'il est le plus attendu. Il est le plus attendu et sur le plan démocratique, je pense que c'est une forme de réponse à une demande sociale qui est exprimée. Et même s'il ne l'avait pas fait, il y aurait une réponse, mais elle ne serait pas peut-être la même que lorsque lui, il participe à la recherche des preuves et à la recherche de la vérité judiciaire. Donc moi, je pense qu'il est tout à fait normal que, sur le plan démocratique, qu'il puisse intervenir. Il est également tout à fait normal, pour reprendre le docteur Somba, qu'en tant que garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, que ce soit lui qui intervienne. Il est également tout à fait normal qu'il intervienne parce que, comme dit la Constitution, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des institutions. C'est son devoir constitutionnel. Donc ce sont ses devoirs. Et en vertu de ses devoirs, il me semble tout à fait normal qu'il intervienne dans ce cas, notamment pour que la vérité, ou alors la vérité judiciaire finalement, soit dite. En tout cas, pour nous tous, nous l'attendons. Nous sommes focus sur ce meurtre, sur ce crime crapuleux, parce que dire meurtre, c'est déjà qualifié. Moi, je préfère dire ce crime en ayant toujours en cœur. Ne dites pas assassinat. Vous savez, l'assassinat et le meurtre, c'est 2 choses. Parce qu'il y a préméditation dans un cas et dans l'autre, non. Donc c'est pourquoi moi, je ne veux pas qualifier. Parce qu'il ne m'appartient pas de qualifier, le tribunal nous dira. Mais je constate quand même qu'il y a eu un crime crapuleux. Un monsieur a été assassiné dans des conditions qui échappent encore à nous tous.
C'est pourquoi nous sommes curieux, nous voulons comprendre ce qui s'est passé. Et le premier d'entre nous a dit, bon écoutez, mon devoir, c'est de vous renseigner, mon devoir, c'est de vous rendre compte. Et puis, je prescris cette enquête. Et à l'issue de cette enquête, je pense que vous allez commencer à avoir un peu, si vous voulez, la lumière, même si ce n'est pas une lumière définitive, parce qu'il faut toujours respecter la présomption d'innocence des personnes poursuivies. Damien, n'empêche que l'acteur du président a quand même une dimension politique. C'est quand même le chef de l'État qui s'en saisit. Je ne vais pas revenir sur l'opportunité. Je pense que les précédents intervenants l'ont largement dit au regard de l'impact et même de l'écho qu'un tel, et même qu'il sait peut-être des suspects impliqués. Alors, sur la dimension politique de cet acte, que peut-on retenir, que peut-on en dire? La mise sur pied d'une commission mixte police-gendarmerie par le président de la République. Alors, je dis quand même un mot sur l'interpellation du frère du SDF, Marcellin. Oui, pour dire que, une fois n'est pas coutume, mais je souscris à l'analyse de Maître Tegem du RDPC pour dire que au Cameroun, il faut savoir quand même que le chef de l'État juge, par exemple, je prends 1, 2 ou 3 petits cas pour comprendre l'intrusion du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire. Lorsque des institutions spécialisées pondent un rapport accablant sur une autre personnalité, celui qui décide de l'opportunité des poursuites, c'est le chef de l'État, qui n'est pas forcément du domaine de la justice. Lorsque une personne a remboursé dans le cadre de la loi de 2013 le corps du délit, celui qui décide de l'arrêt des poursuites, c'est le ministre de la Justice qui lui-même est sous l'autorité du chef de l'État. Et je rappelle aussi, pour conclure sur ce point-là, que le chef de l'État, et sur le plan politique justement, a agi de mon point de vue aussi en tant que patron de l'administration publique. Parce que du fait des informations dont il disposait, je crois, il s'est dit que si des services publics, si des agents publics sont présumés avoir participé à la commission d'une infraction, il faut peut-être que je me saisisse du dossier, que je sache d'abord, que je tire d'abord le fin mot de l'histoire avant de renvoyer le dossier au niveau des instances judiciaires. Donc, de mon point de vue, je ne le dis pas pour justifier l'immixtion du pouvoir exécutif dans le judiciaire, mais je dis c'est le contexte camerounais qui le prévoit, parce que au Cameroun, le chef de l'État est quasiment un monarque constitutionnel. C'est-à-dire qu'il décide d'un certain nombre de choses. Lorsque l'aîné vous disait qu'il nomme les magistrats, il y a un principe qui dit que on ne peut donner que ce qu'on a. C'est-à-dire que s'il a le pouvoir de nommer un procureur qui, lui, a le pouvoir d'enclencher l'action publique, alors lui-même qui nomme a donc le pouvoir, lui aussi, d'enclencher l'action publique. Il agit donc dans ce cadre-là comme le procureur des procureurs. Et donc, ça se comprend. Maintenant, je crois que l'enquête administrative étant bouclée, les choses reviennent donc dans leur bon ordre. Le commissaire du gouvernement va donc reprendre la main pour pouvoir mener les débats là où il le faut. Donc, de mon point de vue, il était normal. Et j'appelle un dernier élément à la réflexion. Les personnes citées, je rappelle qu'elles sont jusqu'à présent suspectes. Les personnes citées sont d'une carrure dans la République que je ne suis pas sûr qu'un procureur aurait eu le courage, ce n'est pas le procureur, mais le courage d'aller interroger un certain nombre de personnes. Mais je crois que l'immixtion du chef de l'État dans cette affaire permet de donner une sorte de punch au procureur de la République, au commissaire du gouvernement, je veux dire, pour que désormais ces personnes qui se sont laissées entendre dans le cadre de l'enquête administrative acceptent aussi d'être entendues dans le cadre de l'enquête judiciaire. Donc, de mon point de vue, il y a certes entorse à un certain nombre, je veux dire, sur le plan de l'éthique, on aurait voulu que les choses se passassent autrement, mais en l'état actuel de la législation camerounaise, de mon point de vue, il n'y a pas entorse à la loi. Marcel Tadieu, sur l'aspect politique de la décision présidentielle quant à cette affaire. Mon cher Djibita Tongo, vous venez là, les interventions de mes 3 co-débatteurs viennent là exposer aux yeux des compatriotes à suffisance la normalité dans laquelle fonctionnent nos institutions, et notamment l'institution judiciaire.
Je ne voudrais pas ici donner le sentiment ou l'impression de reprendre d'éminents juristes, Maître Tegem ou bien le docteur Essomba. Mais tout de même, je ne suis pas juriste de formation, je dois le dire d'entrée de jeu. Mais nous avons été à l'université sous le contrôle et l'encadrement magistral du docteur Essomba, d'ailleurs, qui a été très brillant dans notre encadrement. Mais tout de même, je dois relever qu'il nous a enseigné, le docteur Essomba, que dans un pays démocratique, ou en tout cas un pays qui a l'ambition d'être démocratique, et j'ai la faiblesse de penser que nous sommes en démocratie, ou en tout cas que nous marchons vers la démocratie, l'exécutif, le législatif et le judiciaire sont trois pouvoirs distincts et qui devraient jouir d'une indépendance et d'une autonomie dans leur fonctionnement. Mais tel qu'expliqué autour de cette table, vous avez le sentiment que le cours du cours va changer. Vous comprenez donc cette indépendance de ces pouvoirs vantés étant extériorisée et j'allais dire brandi comme un épouvantail par Maître Tegem et ses camarades du parti n'est qu'en fait que de la poudre aux yeux. Parce que voilà donc un cas d'école où la justice se retrouve prise dans le piège du fonctionnement de nos institutions, où elle n'arrive pas à s'exprimer d'elle-même et est donc obligée de recevoir le là du chef de l'exécutif pour pouvoir faire son travail. Dans le fonctionnement normal d'une démocratie, M. Dipita Tongo, le procureur de la République, ou alors un juge, n'a pas besoin d'attendre que le président de la République, qui est le chef de l'exécutif, un pouvoir distinct du judiciaire, mette sur pied une commission pour faire son travail. Il se saisit d'une situation qu'il juge suspecte, sur simple dénonciation ou bien par d'autres canaux, et commence son travail. Mais dans le cas d'espèce, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il a fallu que, pour que le peuple camerounais commence à comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans l'assassinat de ce compatriote, que la présidente de la République sorte un communiqué, sur haute instruction d'ailleurs, pour nous dire qu'une commission mixte, c'est une situation anormale. On sort là du cadre normal du fonctionnement des institutions. Est-ce que cette commission mixte doit être mise sur pied tout le temps qu'il y aura un assassinat? Pour ajouter à votre observation, je vous redonne la parole. Oui. L'un des avocats des suspects, Maître Charles Chongan, qui a fait une sortie média fin de semaine dernière, a effectivement relevé que la mise sur pied de cette commission pourrait avoir des incorrections juridiques. Voilà. En fait, il a laissé entendre. Parce que, voyez-vous, un débat comme celui-ci, le prétexte étant un événement malheureux, l'assassinat d'un compatriote, c'est douloureux, mais ça doit pouvoir servir de pédagogie. Ce n'est pas le rôle du président de la République dans une démocratie de diligenter ou d'ordonner une enquête. C'est le rôle du pouvoir judiciaire et du pouvoir judiciaire seul. Est-ce que le président ne diligente pas? Il ne diligente pas. Monsieur Dipita Tongo, quand vous lisez le communiqué de la présidence de la République signé de monsieur le secrétaire général, qui dit que le président de la République a mis sur pied une commission, a ordonné une enquête, et a mis sur pied, je paraphrase, je ne restitue pas de façon exacte ce qui est écrit là, mais a mis sur pied une commission mixte police-gendarmerie. C'est une situation d'exception. Parce que, dites-vous bien que chaque jour dans ce pays, ou alors chaque semaine, il y a des assassinats. C'est parce que le cas de Martinez Zogo a fait grand bruit, parce que peut-être c'était un homme de médias, et aidé par, je vais dire, le bruit que cela a suscité au niveau national et même international, Reporters sans frontières et tout cela, qu'on voit toute cette effervescence ici au Cameroun. Tous les jours, il y a des assassinats au Cameroun. Je ne suis pas sûr. Et quand je relève ce point, j'insiste là-dessus, parce que le Social Democratic Front, le parti pour lequel je milite et que je représente sur ce plateau, c'est le parti de la balance, comme on dit trivialement au quartier. La justice sociale, c'est notre leitmotiv. Et la justice, comme on le dit, je parle sous le contrôle du docteur Essomba, c'est le mari de la veuve, c'est le père de l'orphelin. Alors, cette justice devrait pouvoir être juste et équitable pour tous les citoyens, quelle que soit leur classe sociale.
le risque et l'inquiétude légitime qu'on pourrait avoir dans la façon dont les choses se passent, c'est que certains meurtres, certains assassinats passent par perte et profit si jamais la victime n'est pas une personne de haute classe, si cette personne n'a pas une renommée. Ou alors si la pression internationale ne vient pas bousculer l'ordre dirigeant au Cameroun. Ce qui serait regrettable. Parce que dans le cas normatif du fonctionnement des institutions, il appartient à la justice, à elle seule, de prendre les choses en main, de nous dire qui a assassiné ce compatriote, sans que pour autant l'exécutif, qui d'une certaine façon pourrait avoir des intérêts plus ou moins nuancés, dans le fonctionnement, le déroulement de l'enquête, sans que cet exécutif-là ne soit mêlé, ni de près ni de loin, à cette enquête. Damien, vous voulez réagir? Juste 30 secondes. Je ne veux pas donner l'impression que je soutiens un parti ici. Mais je suis d'accord avec l'aîné pour dire que lorsque nous venons sur le plateau, c'est justement pour éduquer les Camerounais. Absolument. Il y a une différence entre nos vœux, ce que nous souhaitons, et ce qui est. Ce qui est en l'état actuel du Cameroun, ce qui est, c'est que le chef de l'État a un tel pouvoir qu'il s'immisce, mais de façon légale, dans le judiciaire. Il faut leur dire aux Camerounais, ce n'est pas pour leur expliquer que nous sommes d'accord avec cette façon de fonctionner, mais il faut quand même que les Camerounais sachent que, en l'état actuel de notre législation, tel est l'État. C'est-à-dire que je comprends ce que l'aîné évoque. Il évoque le 111 du Code de procédure pénale, mais à condamner, moi aussi, je peux évoquer un autre élément. Est-ce que vous savez que l'article 64 de la loi numéro 2005/007 du 27 juillet 2005, portant Code de procédure pénale au Cameroun, permet au ministre de la Justice de demander au procureur de la République d'arrêter une procédure qu'il a lui-même enclenchée s'il constate que cette procédure peut apporter un trouble à l'ordre public, un trouble à la cohésion sociale. L'article 64 lui donne le pouvoir d'interrompre, de demander au procureur de la République d'interrompre cette procédure. Ça veut donc dire que nous devons d'abord rappeler aux Camerounais que voilà l'état actuel de notre législation. Et voilà là où nous souhaitons que la législation évolue. Et les Camerounais décideront, le moment venu, de donner à X ou à Y le pouvoir d'aller vers telle ou telle autre direction. Mais je trouve que ce n'est pas tout à fait juste de faire comme si l'acte posé par le président de la République est contraire à la loi. Il peut être contraire à l'éthique, il peut être contraire aux pratiques d'autres pays qui ont des démocraties plus avancées. Je suis entièrement d'accord. Mais il faut quand même rappeler aux Camerounais que celui qui nomme les procureurs a donc le pouvoir de ce qu'il nomme. Ou tout au moins. C'est-à-dire qu'il y a un principe, je le rappelle, il y a un principe en droit qui dit qu'on ne peut donner que ce que l'on a. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, si le président de la République peut nommer et gérer les carrières des procureurs, il peut donc avoir le pouvoir de ces procureurs. C'est l'état actuel de notre législation. Il faut qu'elle avance. Mais il faut quand même reconnaître que c'est le cas. Je voudrais rappeler quand même le contenu du courrier du chef de l'État, signé le 27 janvier 2023. Bon, les grandes lignes, hein, c'est les grandes lignes en fait. Sur très haute instruction, bien vouloir ouvrir une enquête en collaboration avec le DGSN sur les circonstances du décès du journaliste et d'en établir les responsabilités suite à l'assassinat de M. Arsène Salmon Bani Zogo, dit Martinez Zogo, journaliste et directeur de la chaîne de radio Amplitude FM. Donc, voilà un peu le contenu. Mais au-delà de cette nuance, quels peuvent en être les enjeux politiques parlant de cette affaire, parlant des procédures en cours, parlant éventuellement du timing, on a évoqué le timing tout à l'heure, donc de l'évolution, même si on n'en connaît pas forcément les dessous, puisque l'enquête préliminaire, on n'en parle pas de façon publique. Alors, quels peuvent en être les enjeux politiques, Ambroise Luizon? Monsieur Dipita, je dois revenir sur un point qui me semble essentiel pour la compréhension du sujet, pour les téléspectateurs qui nous suivent. Vous savez, je suis justement parti du fait que le système politique camerounais, c'est-à-dire qu'un ensemble de règles associées à une pratique, confère donc au chef de l'État des pouvoirs, si vous voulez, énormissimes,
C'est pourquoi tout à l'heure, à la chute de mon propos, je disais vraiment pour que nous rentrions dans le principe initial que mon cher Marcel développe, il faudrait justement qu'on revoie la qualification de notre régime ou de notre système politique. Parce que j'ai indiqué avec beaucoup de rigueur que le président de la République, étant la clé de voûte des institutions, ça devient très difficile qu'il en soit si éloigné de cela. Parce que quand vous prenez toujours nos dispositions constitutionnelles, l'interprétation exégétique vous dit que le chef de l'État, par son arbitrage institutionnel, joue dans ce rôle, c'est-à-dire qui lui permet d'avoir ce que j'appellerais un droit d'évocation dans les matières qui appartiennent même à d'autres institutions. Alors maintenant, l'aspect politique, c'est en cela que la question est pertinente, parce qu'en réalité, l'enquête aujourd'hui a pris d'abord une proportion politique, je l'ai indiqué sur d'autres cieux, en faisant savoir que lorsque le président de la République, chef de l'État, élu par la nation tout entière, au suffrage universel direct, au scrutin universel direct, à un tour, à la majorité à un tour, on se rend bien compte que lorsqu'il prend les devants pour prescrire une enquête, il est là, ce n'est pas en fait Paul Biya, mais c'est le président de la République élu qui réagit. Donc, l'affaire prend une tournure politique, parce que l'autorité qui prescrit l'enquête est par principe, parce qu'avant d'être une autorité administrative, le président de la République est d'abord une autorité politique de par son élection. Et par là, donc, on se rend bien compte que si rien n'est fait par rapport à cette affaire, parce que vous savez quand même que, et ça il faut le dire, les sécurités d'intelligence sont celles qui entourent le chef de l'État et qui sont largement et fortement, je reprends l'expression qui est dans le communiqué, qui sont fortement impliquées dans cette affaire. Le président ne peut pas dormir sur ses lauriers dans le cas d'espèce. Il est obligé de réagir. Donc, politiquement, le président se rend compte que si rien ne fait en termes d'agissement avec fermeté dans cette histoire, je voudrais prendre un exemple. Vous avez vu le cas d'un Garbo. Quand le président de la République a réagi, on a vu où l'enquête a abouti. C'est-à-dire que l'aboutissement de l'enquête. Nous avons vu les autres cas, les Bibingota et bien d'autres. On a vu que le président de la République n'avait pas réagi. On sait aujourd'hui où sont relégués cette affaire, l'affaire de mon archevêque de Bafia, Benoît Bala, qui est aussi également parti. Vous vous rappelez que la justice avait indiqué qu'il est mort par noyade. Donc, le problème, c'est quoi? Moi, je pense que la constante intervention du chef de l'État, maintenant en tant qu'homme politique, donne donc à cette affaire une certaine célérité que si on l'avait laissé exclusivement entre les mains de la justice, ce qui est évident qu'on n'aurait pas dû avoir les interpellations que nous avons aujourd'hui. Vous vous rappelez que pour le simple fait que le président de la République a conféré cette enquête à deux organes, c'est-à-dire que de police et de gendarmerie, il leur a conféré des pouvoirs, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut voir comment est-ce que le directeur général des renseignements extérieurs est interpellé, c'est-à-dire qu'il est appelé à comparaître et à être auditionné, ce qui ne devait pas être évident venant d'un procureur de la République ou d'un juge d'instruction qui prendrait sur lui la possibilité de le faire. Et quand vous voyez aujourd'hui, M. Dipita, l'option politique que vous évoquez également, la conséquence, c'est quoi? C'est que quand vous voyez un commissaire du gouvernement, tout un commissaire du gouvernement, renvoyer les concernés, les suspects devant le CED pour exiger un complément d'information, cela veut dire que c'est une histoire qui ne peut pas être résolue aussi facilement, c'est-à-dire qui ne peut pas, à mon sens, avoir une résolution aussi rapide comme le souhaiteraient les uns et les autres, parce qu'il y a en toile de fond une question de culpabilité. Écoutez, c'est de la prison. Et si nous lisons les dispositions pertinentes, par exemple la loi de 2014 sur le terrorisme, on va vous dire que on peut s'attendre à des emprisonnements lourds. Je ne voudrais pas à des emprisonnements lourds. Je ne voudrais pas justement ici aller plus que ça. Mais dit que l'option politique aujourd'hui, c'est que cette affaire, justement, intéresse les hauts responsables de la sécurité de notre pays, d'où donc la sortie qui peut, à mon sens, avoir une coloration politique du chef de l'État. D'accord. Marcel, avant de revenir chez Maître Teghem, les enjeux politiques de cette affaire? Écoutez, l'enjeu politique, c'est que, de ce que je suis dans l'actualité,
n'étant ni de près ni de loin mené à cette enquête, mais... Je crois que personne ici ne l'est. Vous avez été constitué? Pas du tout. Voilà. C'est vrai que nous faisons la chronique. Ouais. Mais en tant que consommateur de l'actualité et de l'information, de ce qui se dégage, des personnes suspectées d'être à l'origine de ce macabre crime sont des gros poissons. Quand on en arrive à des situations où des personnes qui sont censées assurer la sécurité de l'État sont citées comme des potentiels ou des éventuels commanditaires ou alors exécutants d'une chose aussi crapuleuse, macabre, je me dis que le chef de l'État est mal barré. Je dois le dire comme ça. Parce que, voyez-vous, on est là dans une situation où un père de famille qui a construit autour de lui une clôture qu'il croyait en béton ou en acier pour sécuriser et sa personne et la nation tout entière, se rend compte au soir de son règne qu'en réalité, il s'est entouré de gens pas crédibles. Parce que la DGRE, qu'on mentionne dans les informations que je lis ça et là, c'est l'équivalent de la CIA aux États-Unis. C'est-à-dire la sécurité au niveau suprême pour un pays. Quand on en arrive à des situations où un tel service, qui ne devrait souffrir d'aucune ambiguïté dans la loyauté au chef de l'État et aux institutions, est cité dans des affaires comme celle-là, je pense que c'est grave, pour dire le moins, c'est grave. Et donc, quand vous me demandez des enjeux politiques, je voudrais peut-être pas me mettre à la place du chef de l'État, mais je voudrais, en tant que citoyen, me demander si la République tient sur ses pieds. C'est la question fondamentale que chaque citoyen devrait se poser. Parce que si des gens qui sont censés nous sécuriser sont cités comme suspects dans des situations aussi difficiles, aussi lourdes comme celle-là, on doit se poser des questions et se demander, est-ce que la République tient debout? Est-ce que la République tient sur ses pieds? C'est la question légitime que moi, citoyen, contribuable, je dois me poser. Les enjeux politiques, ça c'est une affaire propre à M. Biya et son sérail. Je ne suis pas membre du gouvernement. Je fais partie d'un parti qui veut le remplacer parce que nous estimons que sa gouvernance n'est pas de nature à apporter le bonheur et le succès au peuple camerounais. Donc les enjeux, c'est vraiment ça le regarde. Mais je m'interroge en tant que citoyen sur la consistance de notre architecture du point de vue administratif ou alors militaro-administratif. Je m'interroge sur la consistance de cet appareil-là. Est-il, cet appareil, de nature à nous rassurer, nous citoyens? Devons-nous dormir tranquilles et nous dire que là dehors, nous avons un bouclier payé par nos impôts, payé dans l'assiette commune, qu'est le budget, qui veille à notre sécurité et qui s'assure que nous dormons paisiblement. Ça, ce sont des questions que je me pose. Maître Tegem. Vous soyez rassuré. Je pense que, maître, sauf votre respect, vous ne pouvez pas me rassurer. Votre niveau d'implication... Vous vous sentez en danger, vous vous sentez inquiété, il me semble que je pense vous vaquez normalement vos occupations. Je pense que, vu la gravité de la situation, maître Tegem, je ne le connais pas membre du gouvernement. Sauf s'il a une implication qui n'est pas connue du grand public. C'est un militant de première heure du RDPC. Alors, je ne suis pas sûr que les militants du RDPC sachent ce qui se passe maintenant. Ils sont comme nous. Je suis heureux que vous l'ayez dit. Effectivement, un militant du RDPC ne sait pas ce qui se passe. Nous également, on attend que la vérité judiciaire nous fixe tous. Et je vous disais, soyez rassurés, parce que vous avez évoqué tout à l'heure... Sans vous couper, je parle là des militants de base. Hein, parce que ceux suspectés sont également les militants de votre parti. Juste cette part. Vous l'avez laissé terminer maintenant.
Je disais donc, M. Marcel, ou alors M. Marcel Tadieu. M. Tadieu, soyez-en rassurés qu'au Cameroun, personne n'est au-dessus des lois. La preuve, c'est que quel que soit le degré d'implication d'une personne, elle peut être entendue. Soyez-en rassurés. Vous avez évoqué le fait que lorsqu'on est d'une administration comme celle de la CIA ou je ne sais pas quoi, même lorsqu'on est de cette administration, si vous êtes cité dans une affaire, en tout cas le président de la République en situation de responsabilité actuelle, il ne laissera personne être au-dessus des lois. Il a déjà dit, il a répété, il a martelé. Et cette affaire, comme vous le disiez tantôt, est justement en train de rapporter la preuve de ce qu'il est honnête dans l'engagement pris devant d'abord les membres du RDPC, parce que c'est quand même au congrès du RDPC qu'il avait annoncé, ils rendront tous gorge. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, c'est le cas et personne n'est au-dessus des lois. Ça vous permet d'être rassuré que nous sommes dans un État où il y a le principe d'égalité devant la loi. Donc, ceci étant dit, j'ai entendu beaucoup de choses parce que moi je pense qu'il y a un peu un mélange de tout. Il faut que l'on soit très clair. Le président de la République, c'est la voix du peuple. Et vous le savez très bien, Vox Populis, Vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Si lui, il a reçu ce pouvoir du peuple, ça veut dire que jusqu'à présent, l'expression monarque de droit divin tient la route. L'expression tient la route. Et ex-qualité, il lui appartient, lui, de donner des instructions partout. Parce que c'est encore lui qui a reçu le mandat du peuple. Le territoire, ou alors la circonscription électorale du président de la République, c'est le territoire national. Il est jusqu'à présent le seul élu de la nation, j'ai dit, tout entière. Il est jusqu'à présent le seul élu de la nation tout entière. Et en vertu de ses pouvoirs constitutionnels, il peut tout à fait intervenir dans le cadre d'une procédure comme celle-là. Surtout que, il a lu la correspondance du chef de l'État tout à l'heure, il était adressé à ses services. Lorsqu'il s'adresse à la délégation générale de la Sûreté nationale, c'est un service placé sous son autorité à la présidence de la République. Lorsqu'il s'adresse au CED, il s'adresse à un service placé sous son autorité à la présidence de la République. Et il y a un autre communiqué où il dit que les autorités judiciaires prendront le relais. Ça veut dire qu'il dit, dans le cadre de l'enquête que vous allez faire, dont je pourrais le destinataire, les services, les autorités judiciaires prendront le relais le moment venu. Ça veut dire que même s'il a prescrit l'enquête, il reconnaît quand même quelque part qu'il ne lui appartient pas à lui de déclarer un citoyen coupable. Ce n'est pas le président de la République qui déclarera quelqu'un coupable dans cette affaire. Non. C'est à la justice seule qu'il appartient de déclarer qui sera coupable. Et toutes les personnes poursuivies, même sur enquête du président de la République, bénéficient de la présomption d'innocence. Jusqu'à présent, ça n'a jamais été démenti, ça n'a jamais été refusé. Lorsque vous demandez l'impact politique, député, des actes de Monsieur le Président de la République, sur cette affaire notamment. Justement, c'est rappeler, le principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi. C'est le rappel qu'il veut déjà marteler, que quelle que soit la personne qui commet un crime au Cameroun, personne, jusqu'à preuve de contraire, n'est au-dessus des lois. Ça, c'est le premier impact politique. Le second impact politique, c'est rappeler que le Cameroun demeure un État de droit. C'est-à-dire que c'est un État où on ne trouve pas un citoyen dans la rue, quel que soit ce qu'il a fait, on se rend justice. Puisque, quel que soit ce que ce monsieur avait fait, je pense quand même qu'il y a un Conseil national de la communication, il y a au Cameroun une justice. Ça, c'est des rappels essentiels du message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans le cas présent. Moi, je pense que... et puis, vous avez toujours une forte tendance à croire que les autorités judiciaires sont placées sous l'autorité du Président de la République. C'est archi faux. Certes, il préside le Conseil supérieur de la magistrature, mais ça ne veut pas pour autant dire que les autorités judiciaires sont placées sous son autorité, non. Non. Simplement, la justice étant rendue au nom du peuple, le mandat du peuple, c'est lui qui l'a. Et lorsque les magistrats outillés finissent leur formation, il appartient à celui qui a reçu le mandat du peuple de leur dire, écoutez, allez et agissez au nom du peuple camerounais. C'est pourquoi il y a un conseil où il n'est pas d'ailleurs seul, il y a des parlementaires qui sont également des élus.
On associe les magistrats au processus de décision qui les concerne et on prend quelques personnes de la société civile pour composer ce conseil supérieur à la magistrature. Donc moi, je pense que très souvent, il y a beaucoup de choses qui se disent sur ce conseil, mais c'est tout à fait inexact de le dire. C'est une instance ou alors un système mixte dans lequel coexistent à la fois les membres de l'exécutif, du législatif, du judiciaire et la société civile. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est pratiquement tous les pans de la société qui interviennent dans le fonctionnement de la justice dans notre pays. Donc moi, je pense qu'il faut raison garder, il faut toujours avoir la tête sur les épaules et juger les choses avec beaucoup de froideur. Moi, je pense que je vous ai répondu parce que vous dites que lorsque des personnes en charge de notre sécurité, oui, qu'est-ce qu'on fait? On leur coupe la tête. Lorsque les personnes en charge de notre sécurité commettent des actes regrettables, ce qu'on fait, c'est qu'on leur rappelle que, bon, écoutez, allez dire à la justice pourquoi vous avez commis ces actes, si c'est le cas. D'accord. Oui, Damien. Alors, M. Dipita, il faut que nous soyons un peu précis, il faut que nous soyons précis sur ce débat. En Afrique du Sud, l'apartheid était une loi. Lorsque tu agissais dans ce cadre-là, tu n'enfreignais à aucune loi. Sauf qu'il est reconnu que l'apartheid était une mauvaise loi. Lorsque j'ai fini de le dire, parce que je refuse que Maître Tegem invoque ici un certain nombre de subterfuges pour expliquer qu'il y aurait état de droit au Cameroun. Lui-même a évoqué l'état de droit. Ça doit être sa théorie à lui, parce que celle de Hans Kensel n'est pas du tout la même. Tu ne peux pas être en même temps. Je reprécise que si tu agis dans le cadre de la loi, tu n'en ferais aucune loi. Et j'ai précisé, pour répondre à l'aîné tout à l'heure, que le président de la République agit dans le cadre des lois. Mais ça ne veut pas dire que la loi actuelle du Cameroun est juste, qu'elle convient au peuple camerounais. Parce que tu ne peux pas être en même temps le chef du pouvoir exécutif et en même temps être le patron du pouvoir judiciaire. Donc, de ce point de vue, il faut que les choses évoluent, parce que si on laisse dire ce que Maître Tegem laisse entendre là, on va croire qu'au Cameroun, on est justement dans un état de droit, il n'y a rien à faire. Il y a à parfaire notre système. Justement, le système judiciaire doit être complètement indépendant du pouvoir exécutif. Lorsque j'ai fini de faire cette précision, je reviens sur l'impact politique de cette affaire avec deux éléments. L'aîné vous a dit que des services de renseignement seraient impliqués dans la commission de cette infraction. J'ai utilisé le conditionnel. Dans ces conditions-là, il faudrait peut-être aussi préciser, d'après l'actualité. Il faut prendre cette histoire avec beaucoup de pincettes. D'après l'actualité que nous consommons. C'est pour cela que j'ai utilisé le conditionnel, chef. Bien entendu. Bien. Donc, dans ces conditions-là, je crois que le chef de l'État comprend que si on en arrive à compromettre mon service d'intelligence, moi-même, ma propre sécurité peut être menacée. Lorsqu'on vous dit, j'étais sur ce plateau, la fois dernière, je vous ai dit que... Avec Léla Renganzo sur cet hebdo. Oui, sur cet hebdo. Et je vous disais qu'il y avait deux certitudes dans cette affaire. La première était que Martinez-Ogo est mort. La deuxième, Martinez-Ogo a été tout au moins tué. Mais là, il y a une troisième certitude. C'est que un agent supérieur des services d'intelligence du pays partage avec un privé des informations sensibles. Puisque la conférence de presse de l'avocat d'Amougou Belinga et la conférence de presse de cet agent-là concordent au moins sur ce point-là, qu'il partage des informations sensibles avec un privé. De ce point de vue, je crois que le chef de l'État frappe donc du poing sur la table pour leur dire attention, si on en arrive à toucher Masséia, j'emprunte ton mot, Masséia, alors on peut m'atteindre. Mais le deuxième message politique dans cette affaire est celui que moi je comprends et celui que j'adresse à mes congénères. C'est de leur dire, justement, c'est une des craintes que j'avais lorsque la direction de mon parti a demandé que je vienne intervenir sur ce sujet. J'ai demandé la permission d'être suffisamment superficiel. Parce que, comme le disait Longa, j'aimerais voir mes enfants grandir. D'accord ? Le chef de l'État a construit, c'est le deuxième message que j'adresse à mes congénères, il a construit des monstres, il a construit des pieuvres, des gens qui aujourd'hui sont capables de s'entretuer simplement à l'effet soit de prendre le pouvoir, à l'effet d'avoir un peu d'argent. Nous autres jeunes qui aspirons à remplacer le président de la République actuelle et
tout son système, n'avons pas à entrer dans cette bagarre. Nous devons avoir une seule chose en esprit, c'est garder les institutions fermes, sur pied. Que M. X et M. Y se bagarrent au nom de la prise de pouvoir, c'est leur problème. Et d'ailleurs, merci de l'avoir rappelé, c'est une affaire interne au RDPC. Nous n'avons rien à voir là-dedans. Que ces gens se battent comme ils veulent, mais que les institutions restent fortes. Parce qu'en les remplaçant, nous devons remplacer un pays, nous les remplacer dans un pays où les institutions fonctionnent et maintenant mener le Cameroun. Et en cela, vous dites que l'acte du président participe de cette ambition de garder les institutions assez fortes? Non. Je dis que les jeunes ne doivent pas, eux, participer à cette bagarre. D'accord. La seule bagarre qui nous intéresse, c'est la préservation des institutions. Que les institutions soient préservées pour qu'en remplaçant le président de la République demain, en 2025 ou bien avant, s'il anticipe les élections, que nous trouvions des institutions fortes, des institutions fonctionnelles et que nous menions le Cameroun vers la prospérité. Nous ne devons pas nous mêler. Comment vous imaginez que moi, je n'ai connu qu'un seul président de la République, M. Biya. Il a 41 ans au pouvoir. Tous ces gens dont on parle là, c'est lui qui les a nommés. C'est lui qui en a fait des demi-dieux. Si aujourd'hui il s'entretue, moi, j'ai 33 ans, quel est mon problème là-dedans? Mon seul souci, c'est que la République ne s'en trouve pas complètement bouleversée. C'est pour ça que la jeunesse d'aujourd'hui doit comprendre que cette affaire-là ne nous regarde pas. Nous avons jusqu'au 31 août pour nous inscrire sur la liste électorale. Allons nous inscrire sur la liste électorale. Laissons ces affaires-là au président de la République et à ses amis, ils sauront démêler les chevaux. Est-ce que cette affaire, Ambroise Duzin-Sumba, est-ce que cette affaire, je ne vais pas dire ébranle, mais disons ébranle, hein. Je ne sais pas forcément le mot que je voulais dire, mais je vais y aller, les institutions, dans ce sens effectivement que l'enquête a été demandée par le pouvoir exécutif. Est-ce que de ce point de vue, le pouvoir judiciaire, qui est donc à la manœuvre, ne pourrait pas se sentir sous la pression de ce politique qui attend impérativement des résultats? Tant qu'à faire, il faut des résultats. On va donc tout faire pour donner des résultats, même si à la manœuvre, les moyens ne permettent pas forcément d'arriver à un certain nombre de résultats. Oui, mais la question que vous posez m'amène à faire un développement en fait sur le principe de la séparation des pouvoirs. Absolument. Vous savez, sur le plan organique, on va le dire ainsi, sur le plan organique, on distingue très bien qu'il y a 3 institutions dans notre pays. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Ça, c'est le sacro-saint principe qui voudrait que, organiquement, les institutions doivent être séparées. Mais maintenant, vous savez, même dans la conception montesquienne de la séparation du pouvoir, il dit que ce qui semble pour lui être mauvais, c'est qu'il y ait une immixtion totale d'un des pouvoirs sur les autres pouvoirs, et vice-versa. Pour lui, ce qu'il conçoit comme séparation du pouvoir, c'est la collaboration entre les institutions de l'État. C'est-à-dire que pour lui, il ne voudrait pas qu'une institution ait la possibilité de s'immiscer dans les autres institutions au point justement de les apprivoiser, au point justement de les apprivoiser et de faire en sorte que ces institutions sont en réalité des institutions qui relèvent d'une seule personne. Alors, à cela, je voudrais indiquer que aucun principe de la séparation des pouvoirs n'est établi comme cela est pensé. C'est-à-dire qu'une séparation organique et une séparation fonctionnelle des institutions. C'est-à-dire qu'au pouvoir exécutif revient le pouvoir d'exécuter les lois, au pouvoir législatif revient le pouvoir d'élaborer les lois, et au pouvoir judiciaire revient le pouvoir justement de se servir des lois qui ont été élaborées par le pouvoir législatif pour juger en cas éventuellement de la naissance d'une infraction. Mais ce que l'on s'attelle à dire, et c'est ce que j'explique depuis le début de cette émission, Monsieur Dipita, si nous disons le régime politique camerounais est un régime parlementaire, dualiste avec prééminence, justement encore du chef de l'État. Mais quand nous revenons sur le système politique, et c'est en cela que je dis, parlant maintenant du système, c'est-à-dire on allie la règle du droit à la pratique institutionnelle, c'est là on se rend compte que le président de la République, c'est un dieu. Parce que quand nous prenons les dispositions même de notre Constitution, les dispositions pertinentes de notre Constitution, vous allez vous rendre compte que le président de la République, à lui tout seul, cumule pratiquement une dizaine
des dispositions pertinentes sur les 69 qui existent dans notre loi fondamentale. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que M. Dipita, cette question justement prend des allures politiques parce que vous vous rappelez sur votre plateau aussi dernièrement, j'ai fait une digression en analysant justement ce discours du chef de l'État où il a dit « Chers jeunes, vous pouvez compter sur moi et je peux compter sur vous. Soyez-en sûrs, je serai toujours à vos côtés. » Je suis entré dans une digression pour indiquer que le président de la République, là, à ce moment-là, renvoie un message suffisamment fort à l'endroit, justement, de ceux qui sont en train de se batailler inutilement pour leur dire qu'écoutez, l'affaire que vous bataillez, là, moi, j'y suis encore. Et c'est quelqu'un qui prenait l'image aujourd'hui, parlant justement de l'anniversaire du chef de l'État, où on l'a vu marcher, aller vers le palais, aller se diriger vers le gâteau pour témoigner justement un élan de vitalité qui l'anime. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, M. Dipita, c'est simplement que l'option politique qui est développée dans le cadre de cette affaire, c'est que tout part du président de la République et tout revient vers lui. Et la personne la plus exposée dans cette affaire, c'est véritablement le chef de l'État. Et ça, il faut le dire. C'est la raison pour laquelle, s'il ne prend pas des mesures fermes en termes, parce que justement, l'histoire, l'assassinat de Martinez va être un alibi, un prétexte pour le chef de l'État, à mon sens, de nettoyer d'abord tout son entourage et de faire ce remaniement ministériel qui tarde depuis, parce que, bien entendu, tellement avec des gens qu'il a laissés à des postes pendant très longtemps, ceux-ci ont développé un certain nombre de ceintures, de sécurité qui font de sorte qu'aujourd'hui, parfois, ils deviennent intouchables. Juste 30 secondes, si vous permettez, avant Marcel. Oui, monsieur Dipita. Je dis souvent aux gens que le président de la République actuel du Cameroun est certes un mauvais gestionnaire, mais c'est un bon politicien. Il a trouvé dans l'affaire Martinez-Zogo la possibilité, je suis dans le message politique, la possibilité de légitimer son mandat. Le président de la République actuel est en proie à des frasques multiples, Can-Gate, Covid-Gate, etc., etc. Il veut se refaire une santé politique en frappant du poing sur la table à un moment où tout le peuple est pris dans les mois et en leur disant « je tiens encore la barque et je peux apporter justice dans cette affaire Martinez-Zogo ». Et donc il se dit « ok, cette affaire se présente à moi comme une aubaine, je dois sévir et dès que j'aurai sévi, les Camerounais comprendront que, vous voyez la rhétorique de Maître Tegem, l'égalité devant la loi, etc., etc. En fait, pour eux, c'est une aubaine pour refaire une santé à leur président de la République. Donc, il y a aussi ce message-là que le président Biya passe, mais en sibylline, au peuple camerounais, que non, je tiens encore les rênes du pouvoir et je sais frapper fort lorsque l'un des vôtres est assassiné ou alors passe de vie à trépas, comme c'est le cas de Martinez-Zogo. Donc, les jeunes doivent aussi comprendre ce message-là et se dire que définitivement, et je souscris entièrement à ce que le docteur Essomba disait, et je le disais la fois dernière à l'analyse du discours du président de la République. Le président de la République, c'est juste une digression, a utilisé le futur symbole indicatif 9 fois dans son discours. Oui. Ça veut dire qu'il se présente comme quelqu'un qui sera encore là. Dans le discours du 11. Dans le discours du 11, du 10. Il se présente comme quelqu'un qui sera encore là. Et dans ces conditions, l'affaire Martinez-Zogo lui permet de se refaire une santé. Et les jeunes doivent donc comprendre que s'ils attendent que M. Biya, en 2025, ne se présente pas, ils risquent de les surprendre. Ils doivent donc définitivement, et je reviens sur cette rhétorique, aller s'inscrire sur les listes électorales pour le battre démocratiquement dans les urnes. Sur le test des institutions entre le politique qui ordonne et le judiciaire, y a-t-il crainte quant à savoir que les personnes chargées de mener cette enquête, sachant que l'exécutif a ordonné, garderaient-elles leur sérénité ou alors se sentiraient-elles tout aussi libres dans cette enquête-là? Monsieur Dipita Tongo, j'ai déjà dit, dans la République démocratique en perspective que nous escomptons mettre sur pied, c'est pour cela que nous entrons en politique jeune, il n'appartient pas au chef de l'exécutif de dire ce que le pouvoir judiciaire va faire. Parce qu'il pourrait se trouver des circonstances dans lesquelles, lui, en tant que chef de l'exécutif, il aurait des intérêts dans des enquêtes judiciaires. Donc,
je ne voudrais pas commenter uniquement en tenant compte de ce qui est. Mais je fais une prospective et j'essaye de me mettre au-dessus de ce brouhaha actuel qui en réalité ne nous honore pas, qu'on se retrouve à une situation où tout part et revient à un individu, fût-il Monsieur le Président de la République. Donc, mon propos dans cette affaire me situe dans une logique prospective. J'essaie de voir le Cameroun demain, parce que le Cameroun ne commence pas et s'arrête avec M. Biya. Peut-être le problème, c'est que l'affaire ne va pas et revient vers un individu, mais vers une institution. Allez-y. Dans le cas d'espèce, l'institution est tellement personnalisée qu'on voit beaucoup plus l'individu que l'institution. Donc, je préfère parler de l'individu parce que c'est ce qu'on sait. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes né sous M. Biya, vous n'avez que vu M. Biya comme président. C'est mon cas aussi. Aujourd'hui, j'ai des enfants et bientôt, ils pourront eux aussi avoir des enfants et ils ne connaissent que M. Biya comme président de la République. Donc, à un moment donné, l'institution commence à se confondre à la personne. Ça n'honore pas le Cameroun. Et je pense que quand nous parlons d'un sujet comme celui-ci, le prétexte macabre qui sert j'allais dire de corpus pour parler des choses de notre pays, doit nous permettre de nous projeter dans l'avenir et demander comment faire pour qu'à l'avenir, qu'on ait une société qui fonctionne à peu près normalement comme les autres sociétés du monde. Et en cela, il est important que Maître Teguem et ses camarades du parti comprennent que même si les textes du Cameroun sont à peu près adaptés au fonctionnement archaïque comme on le voit actuellement, c'est-à-dire on va dire c'est légal, mais est-ce pour autant juste? Est-ce que c'est parce que c'est légal que c'est juste? D'accord. Qu'un seul individu, Monsieur le Président de la République, soit l'alpha et l'oméga dans une république. Donc l'ambition que nous avons, c'est de restituer au peuple camerounais, qui est en réalité le propriétaire légitime du pouvoir, toute sa place dans la gestion des institutions. Et en cela, la suggestion que le SDF a souvent faite, c'est de faire en sorte que, au Cameroun, le Président de la République est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Mais il peut présider ce conseil sans pour autant être omnipotent comme il l'est actuellement. On pourrait trouver une formule dans laquelle, par exemple, les juges au Cameroun, tout au moins ceux suprêmes, soient des juges nommés à vie. Parce que le problème, Maître Teguem, c'est que au Cameroun, le président de la République nomme et révoque les magistrats. Un magistrat qui aurait même la volonté de bien faire son travail se retrouve dans une situation où il a la crainte du roi. Parce que s'il s'hasarde sur un terrain qui serait la chasse gardée du roi, sa carrière va en pâtir. Et donc il se retrouve coincé. Alors que si on avait fait quelques aménagements, en tout cas une réforme, pas quelques aménagements, une réforme en profondeur de notre système judiciaire, parce que le Cameroun est un gros chantier dans lequel il va falloir faire des réformes partout. D'accord. Nous parlons de la justice aujourd'hui. Il faut une réforme judiciaire, et c'est le projet du SDF, de telle enseigne que les juges suprêmes soient des juges à vie. Quand ils sont nommés, qu'ils ne répondent qu'à deux choses, à la loi et à leur conscience. On ne peut pas le révoquer même si on les a nommés. Dans ce sens-là, je pense que ce serait une avancée dans le sens où quelqu'un qui est en poste aurait toute la latitude et toute la sérénité nécessaire pour dire le droit sans craindre que sa carrière en pâtisse. Voilà une suggestion. Mais Teguem, sur la force et la solidité des institutions, notamment le pouvoir exécutif et le judiciaire dans le cas de cette affaire, et ce sera la dernière intervention sur ce thème-là, et puis on passera au deuxième thème. Non, moi je suis tout à fait pour le système tel qu'il fonctionne. Je suis totalement contre ce que vient de dire le digne représentant du SIF, parce que moi je pense que je préfère un système démocratique plutôt qu'un système bureaucratique. Parce que ce que vous voulez là, c'est de la bureaucratie. Je vais vous dire pourquoi. Si vous donnez le pouvoir à une profession, à un ordre professionnel, est-ce que vous savez que vous avez confié un pouvoir dans l'État à une corporation? Et vous contrôlez comment? Vous voulez prendre un pouvoir dans l'État et donner à une corporation? Ce serait une faute politique, et même très grave, puisque vous allez favoriser un système d'irresponsabilité.
vous nommez quelqu'un, il n'est l'élu de personne. Il fait à sa tête, il est d'un corps. Non, justement, Maître Tegem, désolé de vous couper, mais il n'en fait pas à sa tête. Il obéit à la loi fondamentale du pays, qu'est la Constitution, et accessoirement au Code de procédure pénale. Il a un guide et sa conscience. Justement, il n'en fait pas à sa tête. Ben, excusez-moi, et quand il viole ça, vous faites quoi? Puisqu'il est à vie. Il y a un collège de pairs qui peut se charger de le juger. C'est-à-dire entre eux. C'est-à-dire que vous prenez un pouvoir dans l'État, vous confiez à une corporation. C'est bien de cela que vous parlez. C'est ce que je vous dis depuis. C'est-à-dire que vous êtes complètement dans un système bureaucratique. C'est de cela que le monde souffre, cher monsieur. Vous savez, lorsque vous avez les crânes d'œufs au sein d'une administration, ils s'asseyent, les hauts fonctionnaires, ils prennent une décision qui vous impose sans passer par les politiques. C'est l'irresponsabilité. C'est pourquoi c'est les politiques qui portent les projets. Parce qu'au bout de 5 ans, ils doivent être évalués. Au bout de 5 ans, vous voyez le digne représentant du PCRN, il insiste toujours sur prenez le bulletin de vote. Il dit de sanctionner qui? Les politiques. Est-ce qu'on sanctionne les hauts fonctionnaires qui prennent les décisions tous les jours? Lorsque vous plaignez de ce qui se passe dans certaines administrations, le fonctionnaire qui est là, vous n'avez aucun pouvoir sur lui. Vous attendez sanctionner les politiques. Non, je pense que, j'espère que le digne représentant du SDF a finalement compris que ce que vous reconnaissez là est très grave dans un état de droit. Non, justement, cher maître, monsieur. Non, justement, maître, j'ai rien compris parce que le système dont j'évoque ne serait pas une invention camerounaise. Aux États-Unis, c'est comme cela que ça fonctionne. Les juges fédéraux sont nommés à vie. Même le président n'a pas le droit de les révoquer. À vie? Oui, bien sûr. Je ne la prends pas à vous. Oui, Ça, je la prends pas à vous. Comment? Quel avis? Pendant le mandat, il veut dire les juges de la Cour suprême. De la Cour suprême Oui, fédérale. je parle des Les juges de la suprêmes. Cour suprême fédérale sont Nommés des juges à vie. Ils sont nommés à vie. C'est-à-dire qu'ils sont C'est vrai, nommés à c'est vie vérifié. Maintenant, avec justement l'accord du barreau, c'est-à-dire que là-bas, le formalisme est très lourd. C'est-à-dire qu'ils sont nommés à vie avec l'accord du barreau. C'est-à-dire que le barreau est associé justement à la nomination de ces 9 juges qui sont inamovibles. Monsieur Dipita, Et à partir de ce moment, ils diront le droit sans avoir la crainte d'être démis de leur fonction. Juste en 30 secondes. Voilà une proposition qui Je pense que les philosophes des Lumières se retournent dans leur tombe en écoutant Maître Tegem. Pourquoi cela? C'est-à-dire que ils magnifient la monarchie. Comment est-ce qu'ils pensent que le pouvoir doit être concentré? Ceux qui nous ont légué ce que nous vantons aujourd'hui, vous nous avez dit ici, Maître Tegem, que le Cameroun est un pays démocratique. C'est un pays de droit. C'est un état de droit, je veux dire. Comment vous pouvez envisager dans le même temps que tout le pouvoir soit concentré entre les mains de l'exécutif, alors que la démocratie que vous clamez haut et fort a un principe simple de la séparation du pouvoir? Maître Tegem, la fonction du judiciaire est une fonction divine. C'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu Tout-Puissant qui a la capacité de juger. Et donc, c'est pour cela qu'il proclame dans la Bible, ne jugez point. Sauf que, sachant qu'il ne peut pas être lui-même présent sur terre, il a légué cette fonction divine à des hommes. Vous ne pouvez donc pas envisager que c'est celui qui est élu qui peut assumer cette fonction-là. C'est pour ça que je suis d'accord avec le représentant du SDF. Je souscris entièrement à cette proposition qu'il y ait des gens qui ne sont pas influencés de par leur carrière, de par leur nomination, par le pouvoir exécutif. Donc, on ne peut pas être en même temps en train de dire qu'on est dans un état de droit et en même temps en train de magnifier l'immixtion du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire. C'est la précision que je voulais apporter. Pour vous terminer, oui, permettez-moi de dire un mot. Le digne représentant du PCRN, il a touché le point. Vous avez dit tout à l'heure que les magistrats ont une mission divine. Oui. Vous le savez? Vous savez ce qu'on appelle Vox Populis, Vox Dei. Dites-moi, si vous là, vous avez déjà élu un magistrat. J'ai déjà élu un magistrat? Non. Alors, Vox Populis, Vox Dei, vous faites comment? La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ça, c'est une proclamation de qui? Monsieur, c'est un adage connu. Ben oui, c'est un adage connu. Moi, latine. Ce à quoi je pose le plus vieux livre du monde. Vous parlez de quoi? Monsieur, cher monsieur du PCRN, vous n'allez pas prendre les pouvoirs, donner à un monsieur qui n'a jamais reçu le mandat du peuple pour qu'il agisse au nom du peuple. Ce n'est pas vous qui lui donnez le pouvoir, monsieur Maître Tegem. C'est le peuple qui donne le pouvoir à tout le monde. Bon. C'est le peuple qui donne le pouvoir à tout le monde. Très bien. Vous touchez leur le point.
Dites-moi quand est-ce qu'un magistrat a été élu par ce peuple? Les magistrats sont élus aux États-Unis, vous le saviez? Ouais, est-ce que vous cher le monsieur, saviez? cher monsieur, est-ce que vous le saviez? cher monsieur, c'est que je vous ai dit, je vous ai dit, Maître Tegem, aucun magistrat aux États-Unis ne passe au suffrage universel. Non, on ne parle pas du suffrage universel. Mais vous parlez monsieur, de vous quoi? prenez le pouvoir où? La voix du peuple, c'est le suffrage. Donc les sénateurs n'ont pas de pouvoir. Excusez-moi. Puisqu'ils La voix sont- du peuple, c'est le puisqu'ils sont suffrage élus- indirect. Ah non, mais là-bas c'est le suffrage indirect. Oui. Et alors? Ici, vous, lorsque vous dites que les magistrats ont une fonction divine, Oui. je partage votre point de vue, Oui. parce qu'ils ont une mission quasi divine. Le problème, c'est qu'ils ont fait une formation, ils sont intelligents, ils ont réussi un concours, ils ont fait une formation. Ils n'ont jamais reçu le mandat du peuple. Et lorsqu'il en a une décision, on met dessus au nom du peuple camerounais. Quel peuple? Permettez que je vous réponde sur ce point, Maître Tegem. Les magistrats agissent sous le couvert de deux choses, ou alors en prenant en compte deux choses. La première chose, c'est la loi. Et la loi fondamentale est le produit d'un consensus de ceux qui sont du peuple, c'est-à-dire que du roi, du maître suprême. Ça veut dire que s'il agit au nom de ce que produit le maître suprême, alors il agit au nom du maître suprême. Et deuxièmement, il agit au nom de sa conscience. Donc, le magistrat ne peut pas agir en dehors de la loi fondamentale ou en dehors des autres lois. S'il agit dans le cadre de la loi fondamentale, qui est elle-même le produit du peuple, ou alors de la constitution du peuple, on peut donc dire qu'il agit au nom du peuple. Non. D'accord. Qui veille forcément la Constitution. Vraiment, permettez-moi. Qui veille sur la régularité de la Constitution. Non, vous parlez du contexte camerounais, Maître Tegem. Cher Vous parlez du contexte camerounais. monsieur Lorsque- du PCN, vous n'avez pas ce temps à me couper, je vous ai toujours laissé. Excusez-moi. Vous savez, Allez-y. il faut que l'on soit clair. Dans un État démocratique qui se respecte, il n'y a pas deux façons de faire fonctionner un conseil supérieur à la magistrature. En tout cas, c'est le choix que nous allons faire. Nous allons faire un choix d'un système d'équilibre institutionnel. C'est ça au RDPC. Et moi, du RDPC, je soutiens le gouvernement. Équilibre institutionnel, conseil de la magistrature, pouvoir exécutif, le président de la République, le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Conseil supérieur de la magistrature, des parlementaires, dont d'ailleurs l'honorable Ngoïsi, membre du conseil supérieur de la magistrature, ce sont les élus. Conseil supérieur de la magistrature, des magistrats, parce qu'il s'agit quand même de les associer au processus de prise de décision qui les concerne. Et ensuite, on clôt en mettant les gens de la société civile. Ils se mettent ensemble pour donner l'onction aux magistrats formés, outillés, pour aller justement exécuter cette mission divine, parce que Vox Populis, Vox Dei. C'est ceux qui ont reçu le pouvoir du peuple, qui ont reçu la voix du peuple, qui disent, voilà, nous vous mandatons, allez agir au nom de ce peuple. Alors, nous comprenons donc ce soir que Maître Tegem est en train de nous dire que dans un état de droit, c'est le pouvoir exécutif qui donne l'onction au pouvoir judiciaire. J'ai expliqué tout à l'heure jusqu'à parler d'équilibre institutionnel. Non, mais c'est ce qu'il vient de dire, ou je me trompe. J'ai parlé tout à l'heure jusqu'à monsieur du PCRN. Vous parlez d'équilibre institutionnel. Comment est-ce qu'il peut y avoir équilibre, Maître Tegem? Si je vous nomme, je vous dis pourquoi il y a un équilibre. Vous savez pourquoi il y a équilibre? Non. Vous savez combien de personnes représentent le pouvoir exécutif au sein du Conseil? Ils sont deux. Le président de la République, le vice-président. Pourquoi est-ce qu'ils y sont? Pourquoi est-ce qu'ils y sont? Parce qu'il y a un système judiciaire. Parce qu'il y a un système d'équilibre institutionnel. C'est-à-dire les membres du pouvoir exécutif, les membres du pouvoir législatif, les membres du pouvoir judiciaire et la société civile. Il y a combien de procureurs à la présidence de la République? Je ne sais pas pourquoi. Il y a combien de procureurs à la présidence de la République? Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Il y a combien de procureurs à la présidence du Cameroun? Je ne sais pas ce qui est à la difficile à forfaiture comprendre. qui se passe en ce moment. Parce Marcel. que le fonctionnement Non, il n'y des croit pas institutions au lui-même, mais il est Cameroun obligé de défendre. actuelle Non, est une attention, on va peut-être écouter. attention, j'y crois pourtant. C'est une forfaiture. La preuve, c'est que vous avez dit, je vous ai dit, donc, vous êtes dans le je vous ai corporatisme, évoqué non. tout à l'heure le cas des États-Unis. Aux États-Unis, les juges de la Cour suprême sont à vie. Est-ce qu'on peut dire que le système judiciaire américain soit moins performant que celui du Cameroun, Maître Tegem? Est-ce qu'on peut le dire? Enfin, je ne Alors, on suis va pas, écouter je ne suis pas peut-être, d'accord tel que cela fonctionne là-bas. Vous Moi, je suis plutôt ne pouvez pas être dans un d'accord, c'est une système. opinion. Oui. Vous pouvez avoir l'opinion de ne pas être d'accord. Marcel, Mais vous savez, Marcel, quand on je ne vais pas argumente les choses de commenter. la République, on essaye d'argumenter de façon à optimiser les performances Au-delà de nos des sujets. institutions. Il Très ne bien. s'agit pas de votre bon vouloir, il s'agit de Non, mais je ne suis l'optimisation pas des d'accord. institutions. Non, je ne... Vous ne Écoutez, pouvez pas être d'accord. C'est votre c'est droit. mon droit. Très bien, vous Bien avez donc entendu, compris. c'est votre droit. Vous avez Mais compris. Sachez que Je ne suis pas d'accord tel que ça fonctionne au-delà là-bas. de nous quatre ou de nous cinq sur ce plateau, il y a le peuple, il y a les compatriotes. Très qui nous bien. écoutent. Et chacun se fait sa petite idée de Je ce que nous, n'en de ce que nous conviens disons. pas. Je n'en Merci, conviens Marcel. pas. Je suis certain que les compatriotes qui nous écoutent à la maison
seront beaucoup plus penchés. Vous n'allez pas parler pour eux. Vous n'allez pas parler pour eux. Je ne parle pas pour eux, Monsieur... mais je peux me permettre une imagination, monsieur Dibita. Vous êtes vraiment dans l'imagination. Monsieur Dibita, on ne peut pas choisir. On ne peut pas choisir. Pas tous à la fois, s'il vous plaît. Pour dire que il est temps que on démystifie un peu la fonction présidentielle au Cameroun. D'accord, on va laisser... On ne peut pas choisir. À chaque pouvoir, tel que prévu par la Constitution, le deuxième thème. Toutes ces lettres de noblesse. Et je veux dire que chaque une autre proposition du SDF, en décongestionnant un peu le pouvoir logé au centre vers la périphérie. Je parle du fédéralisme. Et je voulais dire une dernière chose à Maître Tegem. On ne peut pas choisir un modèle de gouvernance, un modèle d'organisation de notre société et choisir là-dedans, alors qu'il est encadré par des principes, et choisir là-dedans les principes qui nous arrangent et botter en touche les d'autres principes. Je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, Ambroise Uzon, sur le dernier mot sur cette affaire. Je ne me positionne pas en juge de ce débat, mais je voudrais quand même convoquer les dispositions pertinentes de la Constitution pour essayer de répondre dans les deux cas. L'article 2 de notre Constitution dispose qu'aucune autorité ne peut avoir le pouvoir s'il n'émane du peuple. Donc cela veut dire que le peuple est la source souveraine du pouvoir. Mais quand vous convoquez l'article 10 alinéa 1, on vous dit le président de la République nomme le Premier ministre et sur proposition de celui-ci, les autres membres du gouvernement. Donc vous voyez donc que notre République fonctionne avec un savant dosage des éléments démocratiques et des éléments bureaucratiques. C'est-à-dire qu'en fait, on voit très bien que, à côté des élections, qui est la source par excellence, qui confère, qui légitime le pouvoir des autorités politiques, il y a, à côté de cela, le pouvoir réglementaire, c'est-à-dire que qui renvoie justement à l'option de la nomination. Donc, toutes les autorités qui gèrent le pays ne sont pas toutes des autorités politiques. C'est-à-dire que qui viennent du fait d'avoir bénéficié d'un suffrage universel. Merci. On va prendre les 30 dernières minutes pour évoquer la deuxième question. C'est juste après le générique. Merci pour la transition. Alors, en fait, c'est au détour d'une actualité. Hein, vous le savez certainement, en janvier dernier, Mélanie Joly, la ministre canadienne des Affaires étrangères, avait annoncé une médiation entre le Cameroun et le Canada. Une annonce qui a rapidement été reprise pour la démentir par le Cameroun à travers un communiqué du ministre de la Communication. Alors, cette affaire refait surface ce matin après la sortie du monsieur Afrique, du moins, refait surface depuis quelques jours après la sortie de Chris Roberts, qui est un peu le monsieur Afrique du Canada, qui souhaite qu'on mette une forme de pression sur le Cameroun, notamment en invoquant le FMI. Les retards du gouvernement du Cameroun à parler avec les groupes séparatistes, je le reprends, c'est un tweet sur sa page. Et autres, coûtent plus de vie et de souffrance. Alors, il demande au FMI, pas de tranche du FMI en mars, sans progrès substantiel. Donc, un mode de pression, un moyen de pression que le FMI devrait mettre sur le Cameroun pour que les pouvoirs publics, le gouvernement, aillent sur la table des négociations et qui sait peut-être apporte une solution définitive à cette crise. Marcel, que vous inspire cette actualité? Vous savez, monsieur Dibita Tongo, quand j'ai écouté ou alors quand j'ai lu les propos de la ministre canadienne et après le démenti de celui de la communication au Cameroun qui fait office de porte-parole. Oui. Je me suis dit que, comme on dit trivialement au quartier, il n'y a pas de fumée sans feu. Je refuse de croire, et la plupart des Camerounais avec, que tout un ministre canadien puisse se lever un matin et faire une déclaration sur une médiation entre l'État du Cameroun et les sécessionnistes sans qu'il y ait eu des tractations dans ce sens. Je pense que, effectivement, il y a eu des tractations. Sauf que peut-être le timing de l'annonce publique de cette tractation n'a pas plu à Yaoundé, qui aurait peut-être voulu avoir la primeur dans l'annonce de ces choses-là.
Et donc, ce démenti, entre guillemets, est donc tombé parce qu'ils se sont sentis peut-être un peu dévancés par le médiateur canadien. Mais beaucoup plus fondamentalement, puisque le sujet de fond, c'est la question anglophone. Le problème de la crise dans les régions de l'ex-Southern Cameroun au Cameroun. Le SDF, le Social Democratic Front, a une position constante là-dessus. C'est un problème qui est à la base politique et ne peut trouver qu'une solution dans les négociations politiques. On peut le dire avec emphase. Le problème des régions du nord-ouest et du sud-ouest au Cameroun est un problème politique et doit se résoudre absolument par une solution politique. Quand j'écoute et que je regarde l'option du gouvernement qui est en permanence dans le déni du dialogue, alors que c'est une bonne option, pour une fois, on aurait pu les féliciter d'avoir engagé une négociation qui aurait pu aboutir à quelque chose de substantiel, c'est-à-dire négocier avec les partis qui sont qui commettent vraiment des problèmes, qui posent des problèmes dans cette zone. Mais seulement le démenti est vite tombé comme pour couper l'herbe sous le pied de quelqu'un qui aspirait à quelque chose de mieux dans cette zone-là. La crise dans la région du nord-ouest et du sud-ouest est une crise née de la rupture du contrat de mariage entre l'ex-Southern Cameroun et le Cameroun francophone. D'accord. Cette crise, je veux dire, l'union en 1961 entre les territoires de l'ex-Southern Cameroun et le Cameroun francophone a été sur la base d'un État fédéral, lequel État a été par la suite supprimé sans qu'il y ait consensus. C'est ça qui pose des problèmes jusqu'aujourd'hui. Donc c'est un problème politique qu'il va falloir le résoudre politiquement. Bien entendu, j'ai compris. Bien entendu, sur le terrain, aujourd'hui, avec la crise qui s'est enlisée, il existe des factions qui clairement sont des bandits. À l'observation, il faut le dire. Il y a des bandes criminelles qui s'en sont mêlées. Il y a des sécessionnistes et intransigeants qui, depuis octobre 1961, ont décidé de combattre l'union des deux Cameroun. Et donc, ceux-là, on n'y peut rien. On doit les combattre militairement. Mais seulement, à côté de cette rigueur vis-à-vis des radicaux, comme on peut les appeler, on doit absolument aborder une solution politique sincère, en mettant sur la table des sujets qui fâchent, en écoutant les protagonistes qui sont vraiment dans le chaudron de cette crise, sans exclusif, et mettre sur la table des sujets sans a priori, à l'exception de la sécession, parce que lorsqu'on est Camerounais, on n'a pas besoin de chapelle politique pour dire qu'aucun mètre carré du territoire camerounais ne doit être... Merci. L'aspect qui suscite davantage d'analyse, c'est cette autre donnée, comme je le disais tout à l'heure, évoquée par Chris Roberts, qui pense que désormais le Cameroun a besoin d'une pression, ou alors qui invite les États du monde, à travers le Fonds monétaire international pour le cas d'espèce, à faire de la pression sur le Cameroun et imposer que le gouvernement aille sur cette table de négociation. Votre analyse? Je pense que le gouvernement a fait un choix. C'est celui du dialogue. Ce n'est pas le FMI qui va dicter le choix. C'est le choix du gouvernement qui a toujours été celui du dialogue. Un dialogue républicain, un dialogue institutionnel, avec la mise en place dans les régions anglophones de l'Independent Mediator, qui est un organe central du dialogue. Donc moi je pense que le communiqué du gouvernement également est très expressif sur le principe reconnu en droit international, c'est celui de l'épuisement des voies de recours en droit interne. Moi, je pense que si il y avait une médiation qui était proposée, le gouvernement de la République aurait été préalablement informé, mais le gouvernement a laissé entendre qu'il est surpris par la déclaration qui a été faite. C'est un communiqué du ministre porte-parole du gouvernement. Je n'ai pas de raison de douter de la bonne foi de ce membre du gouvernement. Et je pense que le choix du gouvernement, qui est celui du dialogue, est celui que nous soutenons, que nous défendons, et nous continuons à défendre cette position. Moi, je ne pense pas qu'il soit nécessaire qu'un organe extérieur au Cameroun intervienne en l'état actuel pour favoriser ou alors contraindre le gouvernement à faire ce qu'il fait déjà tous les jours, c'est-à-dire
un dialogue structuré, un dialogue républicain. Et il y a même eu aussi un grand dialogue ici à Yaoundé. Et on a mis en place une loi après ce dialogue, la loi portant congé des collectivités territoriales décentralisées. J'ai également vu qu'il y a une technique où alors on a mis en place des moyens suffisamment importants pour la reconstruction de ces régions en crise. Donc moi je pense que c'est un ensemble d'éléments qui montrent que le gouvernement a la volonté d'aller vers un dialogue pour le règlement de la crise. Et je pense que le FMI n'a pas besoin de dire rappeler au gouvernement ce qu'il fait déjà. Y a-t-il besoin de faire pression? Alors, je suis souvent mal à l'aise sur les plateaux avec des compatriotes du RDPC. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont là-bas un moulin et il faut absolument répéter la même rengaine tout le temps. Nous étions en fin 2022 à plus de 6 000 morts sur le carreau. 6 000 morts. Le gouvernement a certes fait un grand dialogue national. Mais nous avons demandé que le contact reste permanent avec ceux qui veulent bien dialoguer. Il ne me semble pas, du moins, avec le peu d'informations dont je dispose, il ne me semble pas que ça a été le cas. À la sortie du grand dialogue national, au-delà de la loi portant des collectivités territoriales décentralisées, il y a eu 52 recommandations. À l'état actuel des choses, après évaluation, en fin 2022, il y avait à peine 10% de recommandations mises en pratique. Alors on ne peut pas considérer qu'on veut vraiment avancer vers la résolution de cette crise. Mais cela dit, Macron Maoum, il ne vous aura pas échappé que je suis Bassa. Et je suis réfractaire à toute intervention étrangère dans les affaires internes de mon pays. Ce n'est pas un trait unique au Bassa. Je veux dire que tout patriote. Voilà, merci. Ça n'a rien à voir avec. Mais parce que l'intervention de monsieur Afrique du Canada me conforte même dans cette option. Pour dire qu'on peut solliciter que s'il y a des gens dans ces pays-là qui financent ou entretiennent la crise, qu'ils les mettent à notre disposition. On peut même solliciter une médiation d'un pays étranger. Je ne le refuse pas. Mais ce qui me rassurerait, moi, serait que l'initiative soit portée par notre gouvernement. Ce genre de pirouette qui consiste à dire qu'il faut qu'on mette la pression à l'État du Cameroun, ça commence... Moi, ce genre de choses m'inquiète. Je suis d'accord que l'on organise 20 grands dialogues nationaux s'il le faut. Je suis d'accord qu'on parle avec cet avocat dont j'oublie le nom, qui est toujours incarcéré et qui s'est montré disponible pour discuter en ayant montré patte blanche et s'étant rétracté des positions qu'il avait avant. Je pense que, j'ai oublié son nom, c'est un avocat, un grand avocat anglophone. Je pense qu'il faut aller dans ce sens-là, convier toutes ces personnes-là à la table de dialogue et continuer à dialoguer. Mais surtout, ne pas céder à la pression internationale. Parce que, en ce faisant, cela pourrait nous imposer leur agenda. Parce que lorsque nous appelons au grand dialogue national, par exemple en 2019, nous mettons des limites. Comme Lenné le disait, par exemple, on ne peut pas parler de la sécession. Mais si vous arrivez dans une négociation où un pays étranger vous dit « Ok, faisons-leur un clin d'œil, parlons de la sécession », vous allez faire comment? Puisque vous avez accepté que la négociation soit menée par eux. Donc, je suis pour qu'il y ait dialogue. Je dis que la crise qui s'enlise est la conséquence de l'inconséquence de ceux qui nous dirigent et je demande que le dialogue soit maintenu parce que il y a une façon de faire les choses. On pourrait, c'est une proposition, on pourrait par exemple instituer un état, vous appelez ça comment en droit, maître, un état d'urgence, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle, pendant une période, voilà, un état d'exception, pendant une période bien déterminée, on enverrait massivement nos militaires pour prendre possession du territoire et ceux qui resteraient tapis là-bas seraient considérés comme des gens qui ont décidé de rompre avec la loi de la République. Même les civils qui peuvent faire non. Ceux qu'on a pris et qui acceptent de discuter, alors qu'on a sécurisé la zone,
On les appelle à la table de négociation, on discute et on avance. Mais les 52 propositions du Grand Dialogue National demandent simplement à être mises en application. Estimez que le déploiement militaire appliqué actuel n'est pas suffisant, n'est pas assez pour apporter des solutions. Lorsque je parle de l'état d'exception ou l'état d'urgence, il permettrait que les populations civiles se mettent à l'abri et que ceux qu'on doit attaquer, on les attaque et qu'on on ne les tue pas forcément, mais on les met hors d'état de nuire et on demande à ceux qui veulent bien discuter de venir discuter. Parce qu'il n'y a pas de possibilité. J'entends souvent les gens dire il faut déposer les armes. L'État déposer les armes face à qui? D'accord. Ambroise Uzosoba. Ce député, 7 ans plus tard, on vient encore pérorer sur une affaire qui a autant décimé, autant dans nos forces de défense et de sécurité que chez des civils. Je vous avoue, c'est avec un sentiment ému que je me prononce sur cette question encore aujourd'hui, 7 ans plus tard. Et vous savez, les logiques qui gouvernent généralement, les techniques qui visent à ramener la paix, c'est vrai, il y a la médiation. Et ce qu'on aime à dire, au fond, c'est qu'il y a le dialogue. Et c'est un célèbre auteur qui disait que vaudrait mieux 100 jours de négociation qu'un seul jour de guerre. Parce qu'on sait quelles sont les conséquences dommageables qui surviennent lorsqu'il y a une guerre. Je vous avoue également que lorsque j'ai suivi cette actualité de plus près, j'apprends que l'État du Canada va apporter sa médiation pour la résolution de la crise anglophone. J'ai un peu pensé comme le regretté Kodok qui disait que lorsque vous vous noyez, si vous avez la possibilité de vous agripper même sur un serpent pour avoir la vie, faudrait-il le faire? Je me suis dit, bon, ok, peut-être voilà une occasion. Mais, monsieur député, regardez bien ce qui se passe. La sortie de la ministre des Affaires étrangères, la Canadienne des Affaires étrangères, intervient après le discours du chef de l'État le 31 décembre, où le président annonce que la situation dans le Nord et le Sud est maîtrisée. Regardez bien la chronologie des faits. Alors, cela devait être comme une contradiction entre le discours prononcé par le chef de l'État et la réalité que l'on devait vivre plus tard. Parce que je me suis rendu compte que peut-être le gouvernement, à partir de la sortie du ministre de la Communication, qui indiquait que l'État du Cameroun n'avait jamais envisagé de solliciter la médiation canadienne. Surtout que quand on se réfère au président du chef de l'État, au discours du chef de l'État où il dit la situation est maîtrisée et par la même occasion, vous vous rappelez, le chef de l'État a vanté les États-Unis sur leur apport et leur contribution certainement à la résolution de ces crises. Donc pour ma part, je me suis rendu compte qu'en fait, le gouvernement allait trouver là une discordance ou une mise en incohérence entre le discours prononcé par le chef de l'État et la médiation qui est véritablement annoncée. Parce que la médiation vise à faire quoi? Vise à ramener la paix. Mais, entre-temps, auparavant, le président de la République, lui, il a déjà signalé que la situation est maîtrisée. À quoi servirait donc encore une médiation? Donc moi, je me suis dit, voilà où survient l'imbroglio pour que, justement, on ne ramène pas l'État du Cameroun à un État malléable. Surtout que, quand je suis les uns et les autres, il se pose ici une question, justement, de la souveraineté de l'État qu'il faille préserver. Le Cameroun se revendique, et ce n'est pas faux. C'est un État de droit. Depuis 1960, on est un État de droit. Bon, maintenant, vous savez que même dans les techniques qui visent l'intrusion des autres États dans le cadre d'un État étranger, on parle du droit humanitaire, ainsi de suite, mais il faudrait que cela parte de l'Organisation des Nations Unies qui peut autoriser, et surtout, même dans l'autorisation, il faut toujours l'accord du pays hôte. Donc c'est pour indiquer que cette affaire, il faut la prendre avec beaucoup de personnes, parce que moi j'ai vu avant cela un certain nombre de photos où on montrait le jeune Béla avec la ministre canadien des Affaires étrangères, on le montrait où il était du côté justement du Canada. Moi je me suis dit, peut-être sa présence de ce côté-là pouvait augurer d'une négociation pour la mise en place justement de cette médiation. Mais tant plus tard, il y a un rétropédalage, un revirement de l'État camerounais à partir de la sortie du ministre de la Communication. Je me suis dit, bon voilà, on ne peut pas contrarier le discours du chef de l'État qui a annoncé que les situations sont maîtrisées au niveau des deux zones dites querelles. Le Cameroun pourrait-il, si c'est le cas,
faiblir face à une pression internationale telle que celle qui est envisagée là par Chris Roberts, à savoir que c'est peut-être les institutions partenaires, les États amis, essaient de couper les vivres, comme il se dit de façon triviale. Le FMI, on sait qu'on a des accords avec le FMI pour un certain nombre de financements. Nos partenaires, si on sait que la balance commerciale, par exemple, ne nous est pas favorable, si tous ces pays amis là se disent, OK, on va essayer de mettre le Cameroun dos au mur, est-ce que cette hypothèse peut faire fléchir le Cameroun, Damien? Alors, c'est une affaire de lobbying et de diplomatie. Il faut dire que le monsieur Afrique du Canada essaye là de jouer son rôle. Il est dans le lobbying. Il pourrait certainement amener une ou deux institutions à le suivre, mais pas toutes les institutions. Je voulais quand même préciser que dans le cadre des résolutions de l'Organisation des Nations Unies, si il était avéré qu'il y a eu crime contre l'humanité ou alors crime de guerre, dans ces zones-là, il ne faut pas forcément, c'est pour reprendre quelque chose que le docteur Luzon Issomba a dit, il ne faut pas forcément l'accord du pays de destination, il faut l'accord d'un certain nombre de pays. Et puis, ce mécanisme peut être enclenché. Mais par contre, il est quasiment impossible au Canada de mobiliser toutes les institutions internationales et tous les partenaires internationaux contre le Cameroun. C'est pour cela que pendant qu'il agit, l'État du Cameroun agit aussi, parce que je pense que la sortie du ministre de la Communication participe du souci de faire comprendre à cette dame, Madame le ministre des Affaires étrangères, qu'attention, vous parlez à un État sérieux qui peut aussi avoir du répondant. Je crois que le Canada a compris que les États-Unis ont fait un pas en nous livrant 3, je pense qu'ils étaient au nombre de 3 sécessionnistes qui entretenaient la guerre aux États-Unis. Ils veulent se mettre aussi au devant de la scène. Mais de quelle manière? Moi, je vous dis, l'intimidation des grands États par les petits États me révulse au premier point, donc au plus haut point. Donc, je considère que l'État du Cameroun peut avoir aussi du répondant si jamais il était amené s'il était contraint à devoir agir dans un sens défavorable aux intérêts de la République. Cela dit, si cette médiation est demandée par l'État du Cameroun, encadrée par l'État du Cameroun, je ne vois pas pourquoi elle ne se ferait pas. Mais Tegem, sous la pression, ça ne se passe pas comme ça, député. En général, en droit international, ce n'est pas ça les conditions de l'ingérence. Les conditions de l'ingérence, c'est qu'il faut qu'il soit déjà établi à la suite d'une enquête qu'il y a au Cameroun une volonté arrêtée de la part du gouvernement de mettre fin à la vie d'un groupe, soit en raison de sa particularité linguistique, religieuse, ou je ne sais pas. Il faut déjà une enquête internationale. Et l'enquête, généralement, commence au niveau de l'organisation... Non, ça commence ici même déjà, au nom de l'Union africaine. Il commence là, par des petits, en tout cas, par des organisations à caractère régional. Et c'est des organisations à caractère régional que l'on remonte vers la hiérarchie. Donc moi, je ne pense pas que cette volonté de ce monsieur, dont j'ignore le nom, que la volonté de ce monsieur puisse amener... oui, il n'est pas camerounais, donc je ne peux pas connaître son nom. Par contre, je connais le nom du ministre des Affaires étrangères du Cameroun. Donc, ce monsieur Afrique du Canada, moi, je pense que ce que le gouvernement attend, c'est qu'il nous accompagne dans la résolution de ces crises en mettant à la disposition de notre justice ou alors en interpellant les personnes qui, chez eux là-bas, financent cette crise anglophone. Je pense qu'il serait plus utile en faisant ça pour l'État du Cameroun. Et nous n'avons pas de leçon à leur faire sur leur diplomatie. Nous n'entendons pas non plus recevoir. En tout cas, le RDPC que je prends sur ce plateau soutient le communiqué du gouvernement de la République qui a rappelé le principe en indiquant clairement qu'il appartient d'abord aux Camerounais de régler leurs problèmes. Parce qu'après tout, ce sont nos problèmes, comme dans tous les pays, il y en a. Je n'ai pas la prétention de dire à ce pays qu'il a aussi il a un problème là-bas, parce que je n'ai pas de leçon à leur faire sur ce qu'ils font. Mais nous souhaitons qu'au Cameroun, les organes de dialogue soient mis en place, que ces organes de dialogue fonctionnent de manière optimum pour que la crise anglophone soit désormais un souvenir. Et puis, M. Macron, vous pouvez ne pas vouloir ce que nous faisons, mais souffrir parce que c'est notre choix. Et quand nous faisons un choix, nous l'assumons. Même si vous n'aimez pas. Vous parlez de quoi? Non, vous avez dit tout à l'heure que les gens du RDPC. Vous n'êtes pas du RDPC.
Moi, je n'apprécie pas ce que vous faites au PCRN. Vous croyez que je suis d'accord avec vous? C'est que les choses du RDPC impactent tous les Camerounais. Parce que nous sommes en situation de responsabilité. C'est ça, ça impacte parce que nous sommes en situation de responsabilité. C'est le RDPC qui, en ce moment, est en situation de... C'est lui qui gère les affaires de la cité. Et pour cela, les choses du RDPC impactent. Nous avons donc, nous faisons le choix de soutenir le gouvernement dans ce qu'il fait. Cameroun pourrait-il subir la pression? Monsieur député Tongo, je pense que lorsqu'on parle de souveraineté des États dans le Conseil des Nations, je pense qu'il faudrait un peu relativiser là-dessus. C'est une souveraineté relative. En réalité, le Cameroun a-t-il sous-traité sa souveraineté? Je vous laisse poursuivre. C'est pas ce que j'ai dit. D'accord. Je dis dans la compétition des États, et les États n'ayant pas d'amis, mais uniquement des intérêts. Dans la compétition des États, il existe des États forts, de fait. Même si théoriquement, virtuellement, tous les États sont souverains. Dans la pratique de la politique internationale et du jeu des acteurs à l'international, il existe des États forts qui dominent les autres et qui imposent leur point de vue, soit à travers leur puissance financière, soit à travers leur puissance militaire. Donc, au Cameroun, il ne sert à rien de faire du narcissisme et dire nous sommes un État souverain. Je suis jaloux de la souveraineté du Cameroun, mais en même temps, je suis lucide. Et je sais qu'il y a eu des précédents en Afrique. En Côte d'Ivoire, en Libye, ces prédateurs internationaux se sont servis de la fameuse, du fameux droit d'ingérence humanitaire pour attaquer ces pays. On a vu. Les États-Unis, à eux seuls, se sont servis du prétexte des armes chimiques pour envahir l'Irak. Donc, il n'est pas exclu que si nous ne gérons pas nos problèmes nous-mêmes, les autres viendront le faire à notre place. Donc, mon vœu, moi, c'est que nous, entre Camerounais, que chacun mette un peu d'eau dans son vin et qu'on trouve un consensus pour mettre fin à ce sang qui coule. Parce qu'il est inacceptable, Maître Téguin, qu'on accepte que pendant 7 ans qu'une guerre camerouno-camerounaise se déroule sur notre sol. Moi, mon point de vue, et c'est celui de mon parti, c'est que un soldat qui tombe dans cette guerre, ou alors un compatriote qui se revendiquerait sécessionniste, qui tombe dans cette guerre, nous estimons avoir perdu 2 enfants de la République. Il faut tout faire pour que ce sang cesse de couler. Ce n'est pas parce que des gens sont fâchés et se revendiquent sécessionnistes que directement on doit acter cela et se livrer à une violence à n'en plus finir. Il viendra un moment où il faut qu'on s'asseye, que chacun mette un peu d'eau dans son vin pour que le consensus camerounais domine. Si nous ne réglons pas ce problème, il viendra un moment où les impérialistes viendront le régler à notre place. Et rassurez-vous, ce ne sera pas notre avantage. On finit par là, c'est la question posée à tout le monde, chacun répondra en 1 minute. Est-ce que la communauté internationale peut-elle à nouveau se mobiliser dans le sens d'infléchir l'une ou l'autre partie dans ce conflit? Sachant que pour le Cameroun est serein, le gouvernement semble dire que la situation est maîtrisée et que au fur et à mesure que le temps passe, les choses reviennent à la norme progressivement. Mettez-game. Non, je vous ai déjà donné la position du gouvernement. C'est-à-dire qu'au Cameroun, il y a un dialogue qui a été mis en place, un système de dialogue qui nous permet de travailler avec les personnes de bonne volonté qui acceptent de déposer les armes. On a mis en place un organe et j'ai même vu que désormais cet organe a été matérialisé à travers la construction d'un siège pour le Independent Mediator. Pour tous ceux qui veulent s'adresser au Independent Mediator, les bureaux sont ouverts. Il y a également, je pense, sur place le CNDDR qui a été également mis en place, qui permet à ceux qui veulent revenir à la République de s'adresser à cet organe. Il y a eu un grand dialogue à Yaoundé et jusqu'aujourd'hui, parce que il me semble, les préfets, les gouverneurs, les sous-préfets également sont là pour recevoir les éventuelles personnes qui voudraient se rétracter. Nous pensons que c'est entre Camerounais qu'on peut régler cette crise. En tout cas, c'est la position du gouvernement rappelée dans le communiqué
monsieur le ministre de la Communication il y a quelques jours. Et moi, du RDPC, je soutiens la position gouvernementale qui voudrait que ce soit une crise camerouno-camerounaise et qu'entre nous, on puisse trouver une solution à ce malheureux différend. Marcel, la pression internationale. De prime abord, le terme n'est peut-être pas approprié puisque c'est la conclusion. Et en le disant, j'ai comme l'impression de recommencer d'ouvrir un débat. Mais il faut dire que, quel que soit ce qui peut nous diviser, nous sommes avant tout Camerounais. Ce n'est pas parce que certains, par le concours des circonstances, se sont retrouvés au pouvoir, qu'ils doivent penser qu'ils ont le droit de vie ou de mort sur les autres, et que tout ce qu'ils pensent est vrai et que les autres penseraient faux. Il viendra un moment où il faudrait que, même si on est au pouvoir, même si on est aux affaires, on peut écouter l'autre. Et à partir de la conjugaison des intentions et des propositions des uns et des autres, forger quelque chose de solide. On ne peut pas aller au dialogue en dictant la feuille de route aux gens, comme ça s'est passé en 2019 avec le grand dialogue national, où des thèmes étaient prédéfinis à l'avance, les gens ne sont venus s'asseoir que comme des étudiants pour travailler sur des thématiques déjà prédéfinies. Un dialogue convoqué pour résoudre un problème de cette nature doit être un dialogue ouvert. Et vous savez aussi que des consultations précédaient ce dialogue. Des contributions ont été apportées avant que le dialogue ne siège. Et que la feuille de route a été une forme de résumé de... Monsieur Tongo, sauf que 2019-2023, le constat est flagrant, c'est que le résultat, le grand dialogue national n'a pas produit des fruits escomptés. Il faudrait changer de méthode. En laissant à chacun la possibilité de proposer, science tenant, ce qu'il pense pouvoir mettre sur la table pour la résolution de cette crise, à l'exception de la sécession. Bien. Alors, M. Segem nous donne la position du gouvernement. Je rappelle qu'il représente ici le RDPC. Donc, le RDPC, c'est le gouvernement, je présume. Et mon ami Marcel du SDF nous dit qu'il ne faut pas aller au débat en excluant certains sujets. Et il conclut en disant, à l'exception de la sécession. Si pour vous, c'est seulement la sécession qui ne peut pas être débattue, pour l'État, pour le chef de l'État qui est le garant de l'intégrité de notre territoire, il peut y avoir d'autres choses, d'autres considérations que vous et moi n'avons pas. Je demande, premièrement, que les résolutions du grand dialogue national soient toutes mises en œuvre. Je demande, deuxièmement, que le dialogue qu'on a semblé déjà oublier revienne et que les gens recommencent à discuter pour que advienne une solution politique. Parce que ce n'est pas avec des armes qu'on va résoudre ce problème, c'est en discutant entre Camerounais. Et justement, je demande que lorsque des gens nous pressent, des étrangers nous pressent comme cela, que cela nous soit comme une sonnette d'alarme pour nous, pour que nous nous mobilisions et que nous nous organisions à l'effet de discuter de la façon dont on peut sortir de cette crise. Je pense que les intelligences sont plurielles dans ce pays pour que nous puissions sortir de cette crise juste avec la discussion. On termine avec vous, Ambroise Justin-Somba. Monsieur le député, je vous l'ai dit tout à l'heure, cette question de la crise anglophone nous a déjà fait tellement mal que moi, je me pose une seule question, peut-être que naïvement, qui est celle de savoir, est-ce que même avec la médiation canadienne, la paix reviendra dans les zones dites querellées s'il n'y a pas une réelle volonté politique de notre gouvernement? Moi, je pense que c'est la question centrale et on peut rouvrir le débat sur cette question-là. Mais moi, je dis une seule chose, M. Dipita, 7 ans, ça a déjà trop duré. Et au regard des conséquences aussi dommageables que nous enregistrons, je reste convaincu que je ne vois pas simplement une médiation canadienne. Toute médiation qui peut être de nature à nous permettre de ramener la paix dans ces zones serait la bienvenue, serait souhaitable et serait envisageable. Mais il ne faudrait pas une médiation qui vienne plutôt enfoncer le clou pour que cette crise s'enlise davantage. Donc moi, je suis pour une médiation encadrée, mesurée, pour que sur fond de cela, il y a un apport, une contribution, une volonté étatique
d'aller vers la résolution de ces crises. Pour ma part, voilà ce que je peux dire par rapport à cette question aujourd'hui qui nous dérange depuis 7 ans. Maître Georges Tegem, Dr Ambroise Somba, Damien Makon Mahom et Marcel Tadjé, merci à vous d'avoir porté du vôtre à la mise en œuvre et à la réalisation de cette émission avec Zipierre, Adonis Yamen et Yossa derrière la régie. Je vous dis merci et à mardi prochain pour une autre édition de Cartes sur table. Bonsoir.